Cette vidéo de l'épisode numéro 7 de notre série Retour vers le soi-jeu va traiter, comme nous l'avions déjà introduit la dernière fois, des synchronicités. Alors c'est un mot qui peut paraître un petit peu, comme on dit, barbare dans le langage, mais on va le voir dans sa définition, il est loin de la barbarie puisqu'en fait il va nous permettre de dérouler le tapis rouge vers de grandes introspections ou même des grandes explications, on va voir les deux, vers la métaphysique. On peut même dire que ce sera un pont qui passe de la physique à la métaphysique et qui va, pour certains en tous les cas, dénouer la problématique en général du paranormal, de tout ce qui est mystérieux. Alors, est-ce que tu sais qui a inventé ce mot et même ce concept de synchronicité? Moi je dirais Jung. C'est lui. Mais pas Michael. C'est pas Michael Jung, non? C'est Carl... Le psychiatre suisse. Voilà, c'est le psychiatre suisse Carl Gustav Jung, lui-même élève de Sigmund, de Freud, exactement. Voilà. Mais bon, ça nous intéressera pas trop aujourd'hui. Peut-être un jour on aura l'occasion de développer les différences fondamentales qu'il y a entre ces deux personnages, ces deux personnes, mais aujourd'hui, nous allons quand même beaucoup nous appuyer de la partie jungienne, justement. Et on va surtout parler de la grande ouverture d'une porte mystérieuse, celle du paranormal, celle de la métaphysique, qui a été vraiment avancée à travers un concept révolutionnaire, c'est-à-dire à l'époque de Jung, il faut bien imaginer qu'on n'était pas encore dans la diffusion à grande échelle de tout ce qui est physique quantique. Pas du tout. C'est notre millénaire qui a ancré dans les consciences de nouvelles conceptions de ce qu'est l'infiniment petit et de ce que peut représenter une matrice avec des formes, avec des consciences qui évoluent à l'intérieur. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quelques années, quand cette physique quantique a commencé à être introduite auprès du grand public, de ceux qui veulent savoir, évidemment, puisqu'on ne parle pas du grand public en général, la physique quantique, il faut bien le reconnaître, n'est pas connue, comme la physique d'ailleurs tout court, du grand public. Oui, c'est pas le sujet de prédilection le dimanche à table. Mais c'est pour dire que toutes les personnes qui vont s'intéresser à tout ce qui est compréhension du grand mystère, de l'incompréhensible justement, vont pouvoir s'appuyer intellectuellement sur quelque chose de cartésien, on va dire, de quelque chose de physique. Et c'est un petit peu le propre de la France, on le verra un petit peu plus tard, d'être cette espèce de point d'orgue de la compréhension de la métaphysique tout en restant rationaliste. Et c'est bien Descartes d'ailleurs, bien que certains auraient beaucoup avancé comme argument pour décrier les positions de Descartes, mais c'est quand même grâce à cette position d'avoir tout le temps à justifier et à comprendre les concepts qu'on avance qu'on doit rester sur la voie de la justesse. Puisque si vous avancez une théorie et qu'à aucun moment vous pouvez ne serait-ce que démontrer même une petite partie de cette théorie, on est dans une croyance. On l'a toujours dit, donc ça c'est un gros problème. Il faut une démonstration pertinente. Oui. Donc cette physique quantique vient dans un monde physique, un monde matérialiste, notre monde contemporain donc de la physique, vient appuyer des concepts qui sont pour le moins métaphysiques. Par exemple, le concept d'intrication est quelque chose de tout à fait révolutionnaire dans les consciences humaines. Voilà. Donc là, on ne rentre pas dans le détail de tous ces sujets que vous avez sûrement appréhendés, ou si vous ne les avez pas appréhendés, dont vous allez voilà, sûrement vous renseigner. Mais ça contribue à un état de conscience, à une ascension réelle des consciences. Le nom de la chaîne rejoint absolument cet état de fait, c'est-à-dire que plus vous empilez des connaissances et plus vous pouvez même les vérifier, soit par la validité de gens qui sont dans le sérail de la physique, c'est bien qu'on peut dire aussi quelque part que c'est une pensée magique, mais bon, on aura l'occasion de le développer aussi, mais ça fait avancer vers un projet de conceptualisation, ne serait-ce que de l'existentialisme. Et là, on rejoint la philosophie. C'est le sens de l'expérience. L'expérience qui se fait dans l'ignorance a peu de portée. Absolument. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons un petit peu bouleverser l'ordre des choses. Pour cette vidéo, nous allons commencer par le diaporama, et puis nous développerons notre petite conversation par la suite. Ça te va? Allez. T'es pas choqué? Non, pas du tout. Pas trop bouleversé, bon. Faut s'adapter. Ouais. Il faut un grand pouvoir d'adaptation. C'est sûr que c'est la règle intellectuelle, on pourrait dire, de ces temps un petit peu bizarres, où tous ces concepts, les anciens, les nouveaux s'entrechoquent, et où il faut trouver la voie du milieu, donc l'équilibre parfait. Et on le verra d'ailleurs pas non seulement dans les concepts de la conscience de notre environnement extérieur, mais aussi de ce qui est partie
ésotérique, c'est-à-dire ce qui fait notre propre psychiatrie, psychologie, notre être intérieur, notre être émotionnel. Oui. Ça en fait partie. C'est une composante de l'homme. Voilà. Si vous nous rejoignez pour la première fois et que vous n'ayez pas pris connaissance de notre modèle sur lequel nous nous appuyons toujours pour développer cette série Retour vers le soi-je, nous vous invitons bien évidemment à prendre connaissance de l'épisode 1 et épisode 2, absolument nécessaires pour comprendre ce que nous racontons aujourd'hui encore. Au minimum. Voilà, c'est sur ce modèle que nous allons poursuivre toujours cette analyse de compréhension. Et là, dans cette vidéo, nous aurons même l'occasion, enfin peut-être de dire aussi d'où vient ce modèle, puisque synchronicité oblige, on comprendra aussi pourquoi certaines pensées, certaines idées sont inspirées par le côté métaphysique, donc par le soi-je et non pas par le moi-je, à moins de se trouver absolument génial, d'être une grande vedette des médias ou etc. Puisque ça c'est une pathologie, c'est très courant. Comme, c'est notre voie. Voilà. Alors on démarre le diaporama avec, comme toujours, on fait un petit rafraîchissement de mémoire par rapport à notre modèle, donc sur lequel on s'appuie, du retour vers le soi-je. On campe l'univers, là c'est une représentation que tout le monde a de l'univers, c'est-à-dire l'espace infini, à travers ces milliards de soleils, ces nébuleuses, etc. Et là, un petit effort intellectuel et peut-être imaginatif nous renvoie sur son pendant perpendiculaire, si vous avez l'habitude de connaître le modèle, qui, lui, n'est plus signalé ou compris plutôt dans l'espace-temps, mais bel et bien dans un espace de conscience. Vous suivez le raisonnement. Là, c'est un effort intellectuel pour juste comprendre que le monde physique et matériel est bien appuyé sur un monde qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas, qui est un monde métaphysique et qui, lui, est absolu. Ce monde relatif s'appuie d'un monde absolu. Là, on est côté absolu, c'est-à-dire le monde informatif qui, lui, est un monde absolument de conscience, et qui lui est absolument aussi, pour les êtres qui y vivent et qui sont individualisés, on précise bien encore une fois, c'est un monde d'omniscient et d'omnipotent. Ça c'est important quand même de le rappeler. Le gros anneau jaune, c'est le plus gros espace de ressources informatives du tout, c'est-à-dire ça, on appelait ça le soi, à bien distinguer avec le soi-je qui est en partie grise, et à l'intérieur, on l'a vu, on a matérialisé la dernière fois d'ailleurs une petite différence pour vous faire comprendre à ceux qui auraient des difficultés avec le masculin et le féminin, que les soi-je, donc qui se trouvent en partie rose et violet, correspondent à des moi-je, en partie bleu azur et bleu foncé, bleu marine, mais que ça, si on a du mal à l'imaginer en anneau informatif, qu'on peut très bien le fusionner sur cette version-là qu'on a proposée la dernière fois, pour que ce soit plus facile à intégrer. C'est-à-dire donc pourquoi le couple soi-je, c'est-à-dire le couple qui vit dans l'univers absolu, se retrouve avec une émanation, une espèce de bestiole qui va balancer dans un univers très restreint, limité par des contraintes, se retrouve donc à jouer avec deux moi-je qui leur correspondent. Donc ça, c'est très rapidement un résumé de notre modèle que nous avons expliqué et développé dans les épisodes 1 et 2. Et vous l'avez compris, à chaque fois on rappelle ce petit effort intellectuel pour comprendre où nous sommes également dans la partie spatio-temporelle, c'est-à-dire que c'est la représentation du schéma de conscience, du schéma absolument informatif, et là on bascule sur la même architecture qui se présente donc au niveau spatio-temporel, c'est-à-dire avec un système spatial relatif qui se trouve fondu à l'intérieur d'un système spatial donc informatif absolu. Et pour à chaque fois représenter en concret, pour que ça devienne beaucoup plus pertinent à votre vue, à votre intellect, on recampe les planètes où se trouve chaque personnage, donc les soi-je et les moi-je, une planète qui se trouve dans un grand système donc galactique relatif, et de l'absolu où on retrouve nos personnages, voilà, qu'on avait tout à l'heure, mais là beaucoup plus centrés sur ce qu'on peut imaginer de notre vie actuelle, c'est-à-dire nous sommes des consciences qui habitent un véhicule, un corps, sur une planète. Tout ça pour en arriver également au petit schéma que nous avions mis en avant sur la vidéo sur le temps, où nous expliquions, et ça c'est important, que le temps existe bel et bien. Quand quelqu'un vous dit que le temps n'existe pas, c'est un concept différent. Alors par rapport à notre propre modèle, justement il n'y a que de ça au contraire. Ça il faut bien le préciser. Ne serait-ce que par rapport au cycle. Qui dit cycle dit du temps. On sait que tout n'est affaire que de cycle. Et le temps est partout. Et le temps est partout. Je veux dire, s'il y a bien une donnée qu'on nous a mis pour comprendre, ne serait-ce qu'une durée de vie, notre propre durée de vie ici, elle est faite de temps. Alors, est-ce que c'est une problématique d'expression pour dire que du côté absolu, c'est-à-dire du soi-je, comme il n'y a pas la mort
Et comme il y a éternité, donc le temps n'a pas d'importance, oui, mais il existe bel et bien. Oui, c'est-à-dire que la donnée, elle est relative là aussi. Imaginons que l'on n'ait conscience que de la seconde présente. Le temps, on pourrait dire qu'il n'existe pas. Mais on l'a déjà expliqué, ça a aucune... Mais pour autant, il y a tout serait figé, donc il n'y a aucune... Non, mais même si on avait conscience que de cette seconde, c'est vrai que la donnée de temps, à titre personnel, ne serait pas une donnée importante, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, puisqu'il y a déjà cette idée de seconde. Absolument. On l'a déjà dit dans d'autres vidéos, chacun a le droit, évidemment, de développer ses propres modèles, mais à un moment, il faut faire quand même attention, avant de donner sa confiance absolue dans un système qui n'est pas bien prouvé, comme on le disait tout à l'heure, qui n'est pas rationnellement prouvé, et qui n'a pas une pertinence intellectualisée, que on ne peut pas avancer sur une théorie ou sur un modèle s'il n'y a pas un minimum de démonstration, de concrétisation. Nous restons là, donc très rationnel, même si on va le voir, ça va être délicat de parler par rapport aux synchronicités du fait que le paranormal ou la métaphysique, à moins de le vivre soi-même, ou qu'il se passe quelque chose d'énorme dans notre scénario qui se passe dans la matrice, là, c'est rare qu'on soit confronté à quelque chose d'inexplicable et qui démontre que il existe bien donc cet univers absolu de la métaphysique. Pour bien commencer à faire comprendre qu'est-ce que vont être les synchronicités, on s'appuie encore de ce schéma sur lequel nous avions expliqué l'importance du temps et de cette nécessité que le soi-je soit constamment en éveil et donc lui-même en conscience pendant que ce moi-je est en train de vivre les aventures proposées dans le domaine relatif, c'est-à-dire nous-mêmes ici, dans l'univers du moi-je, qui n'est pas, évidemment, et lui il en a bien conscience, qui n'est pas éternel, qui a peur de la mort, et qui ne sait pas qu'il est lui-même l'objet d'un jeu fait par le soi-je. Ces deux temps sont concomitants, ils sont synchronisés, mais vous comprendrez bien que dans cette histoire-là, il y a, comme partout, un but du jeu, il y a des règles du jeu. Et ça, c'est ce que nous verrons, on peut anticiper dans l'épisode suivant, qui sera justement sur les causalités, qui parlera de la causalité du jeu, puisqu'on ne crée pas un jeu, et là, à cette mesure-là, c'est quand même énorme, c'est des univers qui sont créés dans ces matrices. On ne crée pas un jeu pour rien, il y a toujours une cause. Et le principe de causalité, on va le voir, est d'une logique tout à fait pertinente de comprendre pourquoi nous avons des limites ici, alors que le monde de soi-je n'en a pas, et à quel moment il y a une interpénétration en conscience de ces deux mondes. Parce que soi-je soit conscient du moi-je, c'est normal, c'est lui qui le crée. Mais moi-je, à un moment, pour rejoindre la conscience du soi-je, il faut qu'il commence à avoir des preuves. Il faut qu'il ait des intuitions aussi, que ce fameux soi-je existe. Alors, pour le faire comprendre, nous avons mis ces deux personnages, et là on va refaire un petit peu de physique, comme on l'avait fait sur la vidéo qui parlait des voyages dans le temps, qui sont pas possibles, on l'a dit, sauf dans les mémoires, donc ce qui n'a rien à voir avec une possibilité de multivers. Et là nous avons nos personnages qui vivent chacun leur aventure, mais un qui la vit par procuration pour le deuxième. Mais ce deuxième-là, en fait, le premier n'en prend pas conscience parce qu'il n'est pas du tout, on l'a déjà dit, à la même vitesse. C'est l'histoire des deux pendules, une dans un jet et une sur une bicyclette. Elles donnent les deux la même indication, c'est-à-dire la même heure, mais il y en a une que vous ne voyez pas passer et l'autre qui est presque à l'arrêt. Donc celui qui est sur la bicyclette, c'est le moi-je, là c'est nous, dans ce monde relatif. Il n'a même pas conscience, il n'a même pas d'ailleurs d'éléments de vérification que ce monde-là qui passe trop vite, il ne le voit pas, il ne le sait pas. Par contre, il a une intuition dans le jeu, c'est qu'il existe. Et ce qui fait d'ailleurs la différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'homme a toujours cette espèce de logiciel de savoir qu'il y a quelque chose de supérieur à lui. Pourquoi après la mort il n'y aurait pas autre chose, etc. Alors certains pourraient le dire au niveau égotique par rapport à la psychiatrie humaine, de dire mais l'homme est tellement égotique que lui par rapport à l'animal se donne une suite, une possibilité de projection dans son futur pour ne pas s'arrêter, c'est parce qu'il est égotique. Mais on pourrait le prendre au côté beaucoup plus positif, plus intéressant, en se disant que c'est quelque chose qu'on a mis inné dans la conscience humaine parce que c'est réel. Oui, on voit qu'on a des quêtes qui sont de l'ordre de l'inné en fait. C'est une information qui était à l'origine. Elle fait partie de nous en tout cas. Voilà, c'est une question qu'un enfant se pose très tôt. Voilà, sur ça. Ouais. Tout à fait. Ouais. Cette programmation donc nous donne cette intuition que après la mort, il y a quelque chose. Ou en tous les cas, de notre vivant, on peut aussi le voir comme ça, qu'il existe une force supérieure qui régit tout ce monde, qui l'a créé, etc. Ce qu'un animal n'a pas du tout
comme questionnement. Il reste absolument pragmatique sur ses besoins vitaux. Il n'a pas de psychologie poussée, donc ni de parapsychologie. Dès lors, on comprend bien que moi-je, dans le jeu, c'est-à-dire ici même, dans cette organisation du monde des émotions, du monde d'une évolution qui conduit vers un projet, il y a vraiment cette obligation de survivre quand on est conscient dans le jeu, grâce aux éléments de la matière et à l'énergie évidemment qui meut tous ces éléments. Donc on a moi-je là qui est sur la Terre, hein, puisque nous sommes aussi sur cette Terre, et lui il va jouer, on l'a limité dans cet avatar, à jouer avec les éléments qui constituent ce logiciel de base. Le logos principal de l'univers, c'est la matière, hein. Alors peut-être qu'ailleurs c'est un peu différent, hein, ça peut, hein. Mais en gros on peut imaginer que ça c'est le terreau commun à toutes les expériences, à toutes les expressions matricielles pour qu'elles deviennent intelligibles et qu'elles soient réalistes. On va jouer avec les 4 éléments. On a évidemment l'air, cet élément qui est absolument subtil et qui n'est pas dynamique, donc qui est statique, mais qui a une force, on aura l'occasion d'en parler. Pour survivre à ce moi-je, il faut qu'il cultive la terre, il faut qu'il boive de l'eau. Vraiment, son aventure se déroule, puisqu'il n'est pas omniscient, omnipotent. Lui, c'est pas parce qu'il va penser à un verre de grenadine que le verre de grenadine se matérialise. Il sait pas faire ça. Dans le jeu, il doit vraiment bricoler dans la matière. C'est un créateur lui-même de cette matière qui existe déjà. Il doit la transformer quelque part. C'est un alchimiste. Hein. Et il y a la terre, cet élément qui lui est statique, qui n'est pas dynamique. Nous avons l'eau. Alors très intéressant, puisque là on passe sur les éléments qui sont dynamiques. L'eau, on l'a mis dans cette petite représentation pour donner les 4 éléments fondamentaux du cocktail de jeu, hein, parce que c'est le cocktail de jeu hein, au départ. C'est-à-dire l'atome, puisqu'on revient un petit peu vers les fondamentaux de la conscience de la physique, maintenant elles sont ancrées dans la plupart des personnes qui ont une culture assez étendue pour l'avoir pris en compte. Nous sommes en train, nous, ici, joueurs, moi, je, pour survivre, de transformer la matière, de lui donner des formes, une cohérence particulière, avec à chaque fois un projet à la clé. Si par exemple vous prenez de la terre, que vous la mélangez avec de l'eau, c'est pour faire des briques et c'est pour faire une maison. On est d'accord ? Oui. Donc c'est un savoir à chaque fois cumulé, de choses qui font réfléchir à ce qu'on va mettre en place dans la matière, parce qu'on sait qu'on n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent, et on est obligé de faire avec ce qu'on a. On a un autre élément pour terminer ce quatuor formidable de ce qui constitue tout ce qui est autour de nous, et ce qui nous constitue, à un moment, il faut bien le comprendre aussi, c'est le feu. Avec ces 4 éléments, on est là dans le jeu pour concrétiser une aventure qui a été, et là on s'en rend peut-être pas compte parce que nous faisons partie quand même d'un moment où il existe de l'électricité, des ordinateurs, donc une énergie qui commence à être pas mal maîtrisée, mais à un moment c'était un jeu très subtil quand même d'avoir à déplacer tous ces éléments, à les combiner, à savoir ce qu'on en fait pour survivre, hein, vraiment. Hein. On imagine bien qu'à un moment où on n'était que dans l'agriculture, mettons, où il n'y avait pas de pétrole, où il n'y avait pas d'électricité en général, la façon de survivre dans ces règles du jeu était absolument différente, et donc la psychologie humaine était différente. On est toujours à ça. Hein. Alors, il nous reste encore des réflexes des 4 éléments. Mais au final, notre vie est devenue tellement beaucoup plus complexe que pour la plupart d'entre nous, on n'est plus à les analyser pour essayer de les combiner pour, dans notre quotidien, faire quelque chose. Oui, mais enfin, on va y revenir parce que quand on parle de pollution d'air, de pollution d'eau, pour moi, on va juste boucler une boucle. Alors ça, c'est peut-être une introspection nécessaire, puisque là, c'est la fin des temps. Mais on n'est pas sorti de ces 4 éléments, en tout cas. On y est toujours, et oui. c'est bien ces 4 éléments qui conditionnent notre survie en tant qu'homme. La règle ne change pas, effectivement, que ce soit il y a 1000 ans ou aujourd'hui. La survie physique, elle passe toujours par ça. Donc la chose ne change pas sur cette règle du jeu. Sur le plan physique. Voilà. Mais même sur le plan, on va dire, psychologique ou psychiatrique, chaque fois je dis psychiatrique parce que quelque part ça ressort tout le temps de la maladie de la conscience humaine, c'est de se dire mais si on devient un petit peu plus pragmatique sur l'évolution humaine, on se dit il y a un petit peu plus de philosophie à avoir puisqu'on a plus d'expérience aussi et on a plus de contraintes qui évoluent, plus d'informations à comprendre les choses. Donc tout ceci, ça va servir à quoi ? Il n'y a pas besoin d'avoir la super illumination pour se demander que ce jeu, il est quand même fait pour une cause. La causalité est toujours la compréhension de ce pourquoi on est plongé dans ce jeu. Et la grande problématique aujourd'hui, que ce soit dans le monde spirituel ou le monde scientifique, c'est de perdre de vue cette rationalité qu'il faut avoir, c'est de se demander tout le temps quelle est la cause. Alors,
même chez les scientifiques qui sont très basés sur ce postulat, c'est un problème, puisque vous apercevrez que quand on développe des idées, que ce soit dans l'astrophysique, que ce soit même dans la physique tout court, le physicien admet sans problème, intellectuellement, qu'on n'est pas dans un monde causal, mais qu'on est dans un monde du hasard. Puisque le problème de la causalité fait intervenir le fait que s'il y a une cause, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui maîtrise le scénario et donc qu'on est bien là dans un jeu pour régler les problématiques et que s'il y a une causalité qui est antérieure à ce qui se passe, ça veut bien dire que nos vies sont réglées, donc ça pose le problème du libre arbitre, etc., etc. Or, de la non-causalité, donc au hasard, à la causalité absolue, il y a quand même un juste milieu. Et c'est peut-être ce qu'on essaie d'amener en compréhension avec les moi-je et le soi-je. C'est-à-dire que si on comprend à un moment la vraie causalité du jeu, on va comprendre où se situe la vérité entre le libre arbitre, donc ce qui ferait partie du réflexe par rapport au hasard, c'est-à-dire comment je vais me comporter par rapport à des événements. En tous les cas, vous êtes jamais dans la solution de choisir au hasard une réponse à une question qui se pose dans votre environnement. Par exemple, tu te retrouves face à un chien méchant, tu vois qu'il va t'attaquer, est-ce que tu es en train de sortir tes dés ou tes cartes à jouer pour dire, alors, est-ce que je choisis de monter à l'arbre ou est-ce que je choisis de courir au fond du jardin ? Non, en général, on a toujours le côté rationnel de prendre la solution qui nous paraît la meilleure, n'est-ce pas ? Oui, oui. Donc c'est bien notre habitude constante d'être toujours, et c'est quand même une bonne chose, rationnel, parce qu'on vit dans un monde fait de ces éléments-là, et de cette énergie. Donc du coup, on le maîtrise de mieux en mieux, et on a confiance de plus en plus au fait que les actions qui nous sont proposées ne sont pas dues à une causalité, mais bien à un enchaînement de hasard. Or, nous verrons que c'est pas aussi simple que ça, enfin par rapport à notre modèle en tous les cas. Puisque s'il y a un jeu, c'est qu'il y a une cause. Il y a un ennui, par exemple, quand on décide de créer un jeu, même ici, tiens, on a un bon exemple. Sur la Terre, tous les jeux ont été créés pour quoi ? Se divertir, passer du temps. Donc la cause, c'était l'ennui. D'accord ? On va essayer de comprendre, au fur et à mesure du déroulement de ce diaporama, quelle serait la pertinence des synchronicités. Et là, on va voir que c'est une réponse absolument parfaite à ce que nous sommes intellectuellement et psychiatriquement aujourd'hui, nous en tant que moi-je, pour essayer d'appréhender, de prendre conscience du monde du soi-je. Donc la causalité, c'est toujours le point de référence intellectuelle à garder, et c'est un point rationnel absolument essentiel. Donc on a nos deux personnages, la moi-je et moi-je, donc le féminin et le masculin du moi-je, qui sont venus jouer un jeu bizarre avec des règles. Alors pourquoi ils sont là ? Que sont-ils venus chercher comme émotion ? En général, chacun de son côté, d'ailleurs, se pose la même question. C'est-à-dire que ce soit du côté du scientifique qui veut résoudre la matière, jusqu'au philosophe qui veut résoudre l'existentialisme ou le comportement, nous avons toujours la même question. Mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Et puis, à la limite, même si on ne veut pas savoir qu'est-ce qu'on fait ici, c'est au moins se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pour que ça se passe au mieux ? C'est normalement la question qui revient constamment, même dans la vie quotidienne de tout un chacun. Ne serait-ce que par rapport au travail sur soi, à savoir donc qu'est-ce que je dois corriger ou qu'est-ce que je dois faire pour être mieux. Et on en arrive toujours au final aux grandes questions, aux grands questionnements sur l'existentialisme. Est-ce que le bonheur est fait pour être vécu ici, ou est-ce que il va falloir trouver d'autres états émotionnels pour bien vivre une transition, mettons, vers un autre monde d'ailleurs, puisque nous on a cette espèce de conscience qu'il y a autre chose, un dieu ou quelque chose qui nous dépasse, etc. Au passage, on peut signaler que cette aventure dans l'univers relatif du moi-je, elle va quand même nous procurer quelque chose. Quand on parlait tout à l'heure de l'inné, il y a quand même la recherche de l'amour en général. C'est pas pour tout le monde, c'est vrai, ça peut ne pas exister aussi chez certains. Mais en général, il y a ce désir de trouver l'autre. C'est un peu la grande aventure. Voilà. C'est quelque chose qui anime quand on est petit. Et grand aussi, jusqu'à la fin. Oui, non, mais ça commence. C'est quand même une quête. Constante. Qui est plutôt ordinaire, oui. Dans les maisons de retraite, les célibataires arrivent aussi à devenir amoureux, etc. Je veux dire qu'elle touche quand même une très grande majorité de personnes. Il y a quand même peu de personnes qui disent moi je suis venu pour être tout seul, quoi. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est une expérience métaphysique. On ne peut pas l'enfermer dans une boîte, c'est de l'ordre de l'émotion, c'est bien métaphysique. C'est quelque chose que l'homme comprend qu'il faut dissocier des 4 éléments qu'on a vus tout à l'heure. L'animal, lui, a conscience qu'il a des émotions, puisqu'il peut être triste, il peut être gai, mais
il n'a pas donné un logos autour de ça, et il n'est pas, lui, à la recherche d'éléments, ne serait-ce qu'aussi dans la physique, pour pouvoir se rendre heureux. Et nous avons cette espèce de chose qui est assez bizarre et qui peut paraître inexplicable, qui est l'amour aussi qu'on pourrait appeler absolu, c'est-à-dire chercher l'âme sœur, tous ces trucs-là, ces mots qu'on donne en général dans le côté un petit peu romantique. Et cette métaphysique des émotions, puisque on voit bien qu'elle est là, elle existe, c'est quelque chose qui, pour tendre vers le monde à comprendre de ce qui est caché, de ce qui est mystérieux, vers le monde du soi-je, de l'absolu, c'est quelque chose qui doit grandir. Parce que vous comprenez bien, on le voit à travers les espèces, le comportement, ou même chez l'humain, celui qui est proche de la barbarie, celui qui aime tuer par exemple, on a tout l'archétype du grand guerrier barbu avec son épée qui va pourfendre tous les soldats autour de lui, etc. En général, on ne le voit pas être un grand romantique et aller s'agenouiller auprès d'une femme et lui offrir des fleurs, être tout mou, tout chamallow. C'est le grand guerrier, c'est vraiment le masculin, la partie dynamique, la partie un peu comme le feu d'ailleurs, c'est la chose qui bouge beaucoup, qui est dure à maîtriser, et qui ne va pas couler, on va dire, de source comme la femme qui représente la douceur et qui représente son pendant opposé. La question qu'on peut se poser donc, c'est est-ce que, dans le cadre de ce jeu, est-ce que l'amour fait partie de ces variables qui doivent augmenter pour pouvoir arriver, alors certains appellent ça aussi l'amour inconditionnel, etc. Donc une amélioration du comportement humain pour tendre vers un idéal qui vous fait toucher à une utopie, qu'on appelle ici une utopie, donc une espèce d'idéal absolu. Dans cette espèce de cocktail alchimique qui doit nous faire évoluer, pour ceux qui le veulent, vers autre chose, c'est un élément qui paraît assez fondamental quand même. Oui, et pas qu'entre deux êtres. Quand il s'agit de l'amour inconditionnel, oui, voilà, non, je ne mettrai pas l'amour à plusieurs. Voilà, ouais. Non, ce que je veux dire, c'est notre capacité à aimer. Quoique on verra que, mais ça c'est peut-être l'objet d'une autre vidéo, oui certainement, même parce qu'on n'aurait pas le temps, de développer l'aspect de cette espèce de capharnaüm émotionnel qu'on est venu vivre et dont la pluralité sexuelle fait partie aussi d'ailleurs. Donc l'évolution de cette conscience, si elle représente pour vous qui nous écoutez en tous les cas un but, un projet, elle passe donc par une correction du comportement qui fait que on s'éloigne du comportement de l'animal brut et barbare. Certains dans des loges maçonniques prendront l'image de la pierre brute qu'on doit polir, c'est un petit peu le cas aussi. C'est exactement ça. Voilà, ouais. C'est-à-dire on part avec un élément brut qui est absolument naturel et qui a la forme que l'organisation des atomes a bien voulu lui donner. Et là, on modifie la chose, on lui donne une cohérence, on lui donne des spécificités qui font que si cette pierre on la laisse au milieu de la nature, n'importe qui va passer par là va s'apercevoir que c'est quelque chose qui a été travaillé, que c'est pas naturel. Voilà, on est bien d'accord. Ouais. Donc ça il faut bien le comprendre. Ouais. Qu'est-ce que nous sommes dans tout ça là? Il faut faire le bon polissage. Attention à l'amour inconditionnel, ça veut pas dire... Oui, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Voilà, qu'on devient... Mais chacun fait ses expériences avec tout ça, il n'y a pas de souci. Non, mais amour inconditionnel, c'est tellement récupéré... on peut adorer une limace... Ça peut avoir un sens tellement... Non, je plaisante, j'imaginais, vous voyez bien, on fait le distinguo entre l'amour inconditionnel qui dit qu'on aime tout pareil. Non, par exemple, vous ne mettriez pas en couple avec une limace. Non, mais il y en a qui sont jolis quand même, c'est vrai. Mais il y a des concepts qui détachent complètement l'amour inconditionnel du fait qu'on est dans un monde relatif duel. Donc inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on se met à tout aimer, tout niveler. C'était juste un petit aparté sur le polissage de la pierre. Donc ce grand questionnement de la métaphysique, qui est aidé par l'amour, va conduire à cette intuition, donc il existe quelque chose, comme on dit, de supérieur, quelque chose au-dessus, quelque chose qui même peut-être régit les lois de la nature, même les physiciens se le disent, à un moment, pourquoi on aurait arrêté les lois de la physique à ce niveau-là, pourquoi l'eau bout à tant de degrés, pourquoi elle gèle à tant, etc. Qui c'est qui a organisé ça? Alors bon, très détaché, très pragmatique, on peut dire que c'est le hasard, que c'est une organisation absolument naturelle qui s'est mise en place, une intelligence venue d'on ne sait où. Puis on peut se dire, peut-être que c'est vraiment quelque chose d'intelligent qui a voulu créer les règles comme elles le sont aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on est de ce côté-là des pensées sur notre environnement, on s'éloigne du monde d'irrationnel. Oui. Mais il faut se le permettre à un moment. Tant pis, on peut, même si on n'en a pas encore des preuves... C'est-à-dire qu'on se le permet au titre de l'hypothèse. Voilà. Après, il s'agit de revenir vers le rationnel quand on est dans la démonstration, mais il n'y a pas lieu... je pense que tout chercheur, normalement...
doit étaler tout type d'hypothèse pour pouvoir poser une démonstration en fonction de chaque hypothèse. Et c'est là qu'une fois de plus, on rejoint l'épisode 1 où nous expliquions donc les prémices de notre modèle. C'est-à-dire que là, à un moment, il faut se permettre de penser autrement, et c'est ce que nous allons faire là, dans le diaporama, en se disant, donc on inverse la logique habituelle, et on se dit, vu que nous sommes nés avec cette idée, donc innée, qu'il y a quelque chose dessus, et on va l'intégrer comme quelque chose de pertinent, et donc quelque chose à prendre en compte. Et là, il faut faire un petit effort de compréhension de la règle du jeu, du moi-je, qui est façonné, qui se façonne même, à travers les expériences induites par le soi-je, puisque c'est le but du jeu. Et là, vous allez comprendre pourquoi à un moment, il va falloir mettre en place des stratégies très fines pour ne pas se perdre dans la compréhension du soi-je. Je m'explique. Dans ce grand point d'interrogation sur ce qui est au-dessus de nous qui nous régit, selon ce que vous allez mettre en place pour le faire comprendre, puisqu'on est à la fin de cette phase du jeu, vous risquez à chaque fois d'égarer les moi-je dans tout ce qu'on a connu auparavant. On va rentrer dans les détails d'ailleurs pour bien le concrétiser, pour que vous puissiez clairement penser ce qu'on veut mettre en avant. Il y a plusieurs solutions qui se soldent très souvent, surtout par des grandes problématiques, c'est-à-dire les religions, des peurs, des fausses lois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez manifester dans notre monde normal du paranormal, donc de l'incompréhensible, ça va à chaque fois se solder, malheureusement, par une incompréhension et par l'élaboration de quelque chose qui s'écarte de la compréhension des règles du jeu. Quand on fait descendre une femme en blanc, si on a un référentiel de logos religieux particulier, on va y voir la Vierge Marie. Si on n'a pas le logos de la religion, on peut voir la dame en blanc, par exemple, celle que vous prenez en stop à l'arrière de la voiture et qui disparaît au premier virage. Ou un extraterrestre, voilà. Voilà, une extraterrestre si c'est une femme en blanc, mais en tous les cas, on y met tout le temps ce dont on a été imprégné culturellement pour avoir une conscience de comprendre à quoi on a affaire. Mais le problème, c'est que et vous verrez que c'est là, dans la fin du jeu, la chose la plus subtile et la plus extraordinaire à résoudre, c'est comment le monde du soi-je peut-il se manifester avec des règles donc qui n'existent pas ici, pour faire comprendre qu'il existe, mais sans vous choquer ou sans vous renvoyer dans des logos qu'on connaît bien, c'est-à-dire religieux, etc. Réfléchissez-y, c'est délicat. À chaque fois, vous avez cette problématique de récupération d'un logos ou d'une culture archétypale qui explique la chose paranormale et qui la renvoie à une logique qui appartient à cette culture. Mais à un moment, il faut s'extraire de ce truc-là. Parce que sinon, on tourne en rond dans le paranormal, mystérieux, inexplicable, etc. On a toujours ce point d'interrogation et on ne sait toujours pas qui est ou qui sont les personnes qui se cachent derrière ces actions. Parce qu'à un moment, il faut bien se dire que c'est quelqu'un qui le fait, ça. On est bien d'accord. On est d'accord, oui. Une manifestation, que ce soit un ovni, c'est-à-dire une soucoupe volante, que ce soit une dame en blanc, entendre des voix, des fantômes, ce sont des phénomènes paranormaux inexplicables. Et le problème du moi-je ici, c'est que tant qu'il n'a pas une solution fiable, parce que lui il peut penser que c'est fiable, de se dire j'ai vu un fantôme, c'est sûrement des morts qui reviennent et qui ont des draps sur la tête ou je sais pas, voilà. Donc c'est nous qui avons construit après l'histoire de ça. Mais dans la règle du jeu, le soi-je quand il se manifeste, vous imaginez bien que il va pas vous expliquer que c'est votre soi-je et qu'il est en train de vous polir, de vous façonner à travers les expériences qu'il vous propose. Sinon d'ailleurs, d'une part vous le croiriez pas, et d'autre part vous avez affaire là à une problématique de dissociation psychiatrique une fois de plus. Quelqu'un à qui on va dire je suis ton soi-je et je vais te faire vivre l'aventure de revenir à ma pleine conscience, si la personne n'est pas prête, mais de toute façon elle le disjoncte. Elle le clash. C'est pas la bonne solution. Il faut amener la personne de par le cœur. Il faut l'avoir travaillé à travers ses comportements, ses vies, ses expériences, etc. pour qu'elle soit prête à assumer du paranormal, du mystique, justement. Et ça, c'est vrai que c'est la grande difficulté du côté du monde scientifique qui n'est pas du tout en recherche même de ce genre d'expérience. Et on le verra plus tard, c'est tout à fait normal que la physique arrive à résoudre, on peut le dire quand même avec talent, tout ce qui est du domaine du rationnel, mais qui est complètement dans les choux, dans le domaine de l'irrationnel et de la métaphysique qui existe bel et bien. Les choux et le déni, oui.
Dans la compréhension du jeu que nous vous proposons à travers ce modèle, vous aurez bien saisi que le point final, c'est le plus délicat, c'est le moment où la pierre est prête, là. Hein. Est-ce qu'elle est bien assez façonnée pour qu'on lui donne l'information qu'il existe un autre monde, donc métaphysique, où il y a son soi-jeu. Et la meilleure façon, et là on peut le dire, c'est pour ça que cette vidéo s'appelle comme ça, et on va s'appuyer de celui qui a mis en avant ce type de manifestation dans la matrice, Jung, qui nous parle des synchronicités. C'est un événement majeur dans les stratégies que soi-jeux peuvent amener dans le logiciel de moi-jeu, c'est-à-dire on enlève tout ce qui est fantôme, tout ce qui est du côté du passé. Les ovnis, non, on n'enlève pas ça. D'ailleurs, Jung lui-même était très intéressé par ce phénomène-là, et évidemment il avait bien raison, puisque ça c'est plutôt notre futur que notre passé, bien que ça ait fait partie du passé aussi, mais on va pas se mélanger les pinceaux dans cette histoire-là. Mais il faut bien comprendre que dans la stratégie de gens qui ont atteint un niveau culturel dans la rationalité, tout comme la société occidentale par exemple, la meilleure façon de signaler la métaphysique, ce sera de créer des événements synchronisés impossibles, c'est-à-dire de jouer avec de la statistique du domaine de l'impossible. On est bien d'accord. Oui. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas une entité qui se présente à vous qui pourrait vous faire peur, genre un extraterrestre différent, ni un ectoplasme. La voix de l'au-delà. Voilà, quelque chose qui vous fait peur, ou qui est même gentil, hein, qui vous susurre à l'oreille, mais ça vous fait peur quand même, c'est normal. Vous maîtrisez pas la chose et vous comprenez pas d'où ça vient, donc il y a une peur. Mais là, c'est quelque chose qui va se dérouler dans votre vie, et qui va, de par son aspect exceptionnel, statistique, qui n'est pas donc du domaine du rationnel, qui sort du rationnel, que vous allez comprendre que vous êtes bien dans quelque chose qui peut se présenter et qui est combiné par quelque chose de supérieur. Alors, soit vous êtes en mesure psychologiquement d'assumer des grandes synchronicités, et là on va voir pourquoi Jung est très pertinent et on va mettre le doigt sur quelque chose qui a été oublié alors que c'est lui qui a mené ce concept qui est fabuleux et qui a été perdu depuis et complètement dissous dans un fatras de, j'allais dire de bêtises, mais non, c'est pas de la bêtise de toute façon, puisque à chaque fois que vous avez cette intuition que vous vivez une synchronicité, c'est pas une bêtise, c'est que vous êtes en chemin de les vouloir, donc c'est à chaque fois quelque chose de positif, on est bien d'accord. Ah oui, oui, ce sont des réponses, qui dit réponse des questions. Voilà, c'est jamais négatif, mais par contre le problème c'est que tout ce qui s'exprime en ce moment oublie la causalité, dont on parlait tout à l'heure, qu'il ne faut jamais perdre de vue, et sont plutôt dans la manifestation. La manifestation, quelque part, soit vous validez qu'elle est pertinente ou pas, mais ce qui compte, c'est surtout la causalité. Est-ce que vous vous posez surtout les bonnes questions? Et la proportion d'importance, donc par rapport à la statistique possible ou impossible, de la synchronicité va se situer en fonction de ce que votre psyché est capable d'accueillir. Et ça peut paraître étrange, mais quelqu'un qui n'est pas prêt à accueillir une grande synchronicité peut en devenir fou. C'est-à-dire penser qu'il est dans un film dont il est le pion et du coup devenir complètement paranoïaque par exemple. Hein. Voilà, donc vous voyez bien qu'il y a une frontière très délicate à gérer par rapport au soi-jeu en se manifestant dans le monde du moi-jeu, puisqu'il y a chaque fois cette frontière délicate où on peut tomber carrément dans la folie. Alors tant que nous sommes dans la caverne, petite référence à Platon hein, au passage, tant que nous sommes dans la caverne moi-jeu du relatif, il existe du paranormal, de la métaphysique assez étrange aussi. Hein. On en a déjà parlé au tout début de la présentation du modèle. On aura peut-être l'occasion de le développer, mais là on l'effleure au passage puisque ça fait partie du sujet. C'est le monde de l'astral. Beaucoup de gens disent qu'ils voyagent dans l'astral, hein, ils font des voyages hors du corps, etc. Dans notre modèle, l'explication, on pourra la développer, mais là on fait très court, c'est une espèce de fusible, c'est une espèce de voie fusible pour vous empêcher de rejoindre le monde du soi-jeu, mais tout en vous faisant comprendre que vous avez la possibilité de rejoindre un certain monde métaphysique. Il existe, hein, certains l'ont même matérialisé avec des noms, le champ bas là, hein, ce qui est en bas ici, le champ du bas, qui n'est pas le monde du soi-jeu, on le rappelle bien, c'est un monde fantasmagorique qui peut prendre aussi une forme pensée, donc une espèce de densité, hein, qu'on peut penser donc réelle, matérielle, mais qui fait encore moins partie de la réalité que l'univers où nous nous trouvons. C'est clair ce que je dis? Oui, oui. Et il faut bien l'imaginer, là, si on revient à nos anneaux informatifs, donc c'est un monde, dans le monde du soi-jeu, dans le monde du moi-jeu, hop, et qui tombe encore plus bas que le monde du moi-jeu. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais qui est utile aussi pour le soi-jeu, parce que quelque part, tous les gens qui ont des expériences qui touchent à la métaphysique dans le voyage astral, tout ce qui s'y rapporte, etc., la voyance, etc., tout ça, ça en fait partie.
sont des gens qui sont là pour aussi nous apporter des informations qu'il existe un autre monde. Mais ils ne décrivent jamais le monde du soi-je. Ils décrivent ce monde fantasmagorique du moi-je, donc égotique, qui va d'ailleurs souvent se perdre dans des histoires de pouvoir, c'est-à-dire avec des rayons verts, des rayons blancs, des rayons roses, etc. Et là aussi, il y a tout un logos qui existe là-dedans, puisqu'il faut mettre de l'intelligibilité sur des règles différentes, qui sont une physique bis. Pourquoi à un moment on va prendre telle pierre pour avoir tel pouvoir ou telle action? C'est bien de nouveau un logos, hein. Mais ça c'est bien que vous êtes encore dans le monde du matériel, puisque le monde du soi-je, il est omniscient, omnipotent. On n'a pas besoin d'une pierre pour concrétiser un pouvoir. Donc vous comprenez bien qu'à chaque fois que vous allez tomber dans un monde où vous allez avoir comme archétype besoin d'utiliser des prières, des formules magiques, des couleurs, des matières, des logos en tout genre, un mélange de tout. comme en ce moment, mais vous êtes ici dans le monde du moi-je. Vous n'êtes pas du tout du côté du soi-je. Le soi-je, il n'a pas du tout besoin de tout ça. Donc c'est pour faire comprendre au passage, tant qu'on est dans la caverne, là, que c'est utile d'avoir des personnes qui ont ces pouvoirs et ces facultés paranormales, parce qu'ils nous ouvrent l'esprit vers un ailleurs. En tout cas, ça démontre ce qu'on disait, cette quête dans l'intuition qu'il y a autre chose qui existe. Tout à fait. Après, la rationalité des démarches, c'est là où justement on peut juger que c'est ce qui nous permet d'avoir le discernement du résultat et aussi de là où on va. Ben souvent l'ego, on le Vers voit, où on va. Il imprègne bien ce logiciel-là, puisque à travers l'histoire, on l'a vu, il y avait tout ce qui est magie noire, sorcellerie, etc. Donc tout ça, évidemment, fonctionnait avec ces mêmes archétypes et ces codes qui font bien partie, non pas du monde utopique et absolu du soi-je, mais qui sont un sous-monde métaphysique dans le moi-je. Il faut bien avoir en compte l'architecture de ces champs informatifs. Le plus petit, là, justement, c'est le miroir fantasmé pas beau, on va dire, de ce qu'on est nous au milieu. C'est pas du tout le monde du soi-je. D'ailleurs, il se passe jamais des choses transcendantes absolues dans ce monde-là. On y retrouve toujours les mêmes archétypes au final, de toute façon. Le fait de pouvoir se déplacer en volant, etc. Mais après, demander à une personne, mais donne-nous la causalité de notre but sur Terre, parce que c'est ça qui compte. Mais la personne va pas vous en dire plus. C'est bien que toutes ces informations, en gros pour ceux qui veulent les croire aussi, confirment qu'il existe bien quelque chose qui nous échappe, qui est ailleurs, mais c'est pas dans ce côté-là qu'on trouvera les bonnes réponses par rapport à la causalité, en tous les cas. En tout cas, c'est pas une fin en soi. Voilà, puisqu'en général, d'ailleurs, c'est pour soigner les bobos qu'on a, des substituts à la médecine, etc. C'est toujours un monde qui vient régler les petits bobos matériels d'ici, hein. On n'est pas sur de la transcendance pour comprendre qu'est-ce qu'on doit devenir et par quoi on doit passer pour enfin quitter cette espèce de monde relatif qui, quelque part, nous enquiquine. Et ceux qui partent déjà visiter ce côté-là, ça veut dire aussi qu'ils en ont un petit peu assez, et ça veut dire qu'ils sont aussi en sacrée évolution. Mais ils sont dans un monde fusible. C'est un truc particulier, et c'est normal d'ailleurs, puisque si vous avez compris les enjeux par rapport aux règles du jeu, on ne peut pas faire revenir un moi-je à la conscience de son soi-je s'il n'est pas bien poli comme la pierre brute du départ. S'il lui reste encore du brut, là, vous imaginez la catastrophe. Donc c'est matériellement impossible, c'est vraiment le garde-fou qui fait que ce monde ici est dédié à des expériences plutôt étranges qui sont du côté de la violence, etc. Et de l'autre côté qu'on ne retrouvera jamais ce genre de comportement et d'attitude. Au passage, dans tous ces grands questionnements de stratégies mises en place par le soi-je pour ne pas choquer et pour faire évoluer son moi-je vers son propre logiciel, on a parlé des synchronicités, on va bien évidemment encore le développer, mais soit dit en passant, donc il y a les ovnis, les présences lumineuses, etc., mais il y a aussi les crop circles. Ça représente quelque chose qui fait pas peur. C'est un exemple de type de communication intelligent pour l'évolution. Il faut bien comprendre que nous essayons d'expliquer là que tous ces phénomènes qu'on dit donc paranormaux, mystérieux, sont des manifestations du côté du monde des soi-je, donc de l'absolu, qui viennent ici même nous donner des indices, voire même des preuves de leur existence. Et puisqu'on parle des crop circles, on aura l'occasion de développer quelque chose qui s'est passé de très intéressant avec un crop circle réalisé par des personnes bien terrestres. On en parlera à la fin du diaporama, puisque là on essaie, c'est déjà bien assez compliqué, de faire un fil conducteur à cette explication des synchronicités. Pour faire une petite définition dans ce parcours de compréhension, on peut préciser que c'est un mode de communication. Donc la meilleure stratégie rationaliste pour conduire moi-je à se poser la grande question
sur la présence métaphysique de ce qu'est le soi-je, ce sera bien de déclencher des synchronicités. La synchronicité, on l'a déjà dit tout à l'heure, elle est adaptée à ce que vous pouvez accepter en tant que conscience rationnelle, rationaliste, dans notre monde des moi-je. Alors au départ ça peut être des petites coïncidences, après il peut y avoir toutes ces histoires même d'heures particulières, hein, les heures miroirs, certains disent mais non, mais de toute façon après tout ça c'est juste une programmation que fait une espèce de conditionnement de la personne qui a l'habitude de regarder à 13h13 le réveil, etc. Mais même ça fait bien partie de quelque chose qui commence à prouver que sans en être conscient, vous allez tomber pile au poil sur ce moment-là. Ça veut bien dire qu'il y a un côté intuitif qui vous intime l'ordre de regarder le réveil. C'est sûr que c'est pas une super pertinence de preuve, mais c'est le début d'une communication avec cette espèce d'irrationnel incompris. En plus, ce qui devient très pertinent avec notre culture qui est très rationnelle, c'est qu'on joue avec l'analytique, on joue plus avec des apparitions avec des formes, etc., qui peuvent revêtir, on l'a déjà dit, des espèces d'archétypes, mais on joue avec une analyse qu'on doit mettre en place de quelque chose à comprendre. Une action qui se répète plusieurs fois et qui n'a aucune logique statistique et qui est impossible à réaliser, ça devient quelque chose d'irrationnel au niveau de l'entendement, mais au niveau de ce qui s'est passé matériellement, c'est tout à fait acceptable, on va dire. Oui. Donc c'est pas choquant. La synchronicité, normalement, sera proportionnelle au potentiel d'acceptation du moi-je. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la limite est quelquefois difficile pour la stratégie du soi-je. Si vous balancez une synchronicité de folie à une personne qui n'est pas prête, elle peut se prendre pour un dieu. Il y a tout ce risque absolu. Des fois, il n'y a pas besoin. Oui, des fois, pour moi. Il peut y avoir ce phénomène où, ça y est, on a mis le moi-je en émoi. Il peut disjoncter. C'est quand même, quelquefois, un gros risque. Hein. Qu'on ne pense pas que ce soit simple, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est un risque pour la personne et une perdition possible. Alors je sais que ça arrive un peu tard, mais il fallait ce fil conducteur pour bien définir une synchronicité. Ceux qui savaient déjà ce que c'était, donc ont suivi le fil, et pour ceux qui ne le savaient pas, on arrive à la définition, précisément, pour mettre en évidence, et même avec notre côté mathématique, rationnel, ou même informatique, à travers donc ce milieu informatif, on pourrait le matérialiser comme suit. Votre vie, c'est un enchaînement de codage, c'est-à-dire donc de situations, on va le mettre en forme avec une série de chiffres qui se succèdent et qui en général n'ont aucune cohérence particulière. Et notre vie est succédée comme ça de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, à une habitude qu'on a, à cette succession qui nous semble absolument hasardeuse de situations. Et le jour où, par contre, il se produit cette fameuse ligne qui arrive là, qui elle a une cohérence. Quelque chose de très particulier. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Si on encodait notre vie avec du numérique, là on comprendrait qu'il y a une pertinence très particulière entre la forme et la pensée qui s'y rattache. Nous avons 1 fois 1, 2 fois 2, 3, 3, 4, 4, etc. Donc toute une série qui devient cohérente alors que normalement il n'y a jamais de suite logique d'une telle pertinence et donc d'une statistique impossible à ce niveau-là. Et ça peut faire peur. Quand cette ligne-là vous arrive, qu'il soit positif ou négatif, il y a forcément un état de choc puisque c'est pas la norme. Une synchronicité qui laisse sans émotion particulière peut nous amener le doute sur ce qu'on met derrière le mot synchronicité. Parce qu'on a vu que le but c'était pas de nous faire peur. Mais il y a forcément un décalage entre ce que l'on reçoit et ce que l'on est. Alors justement, on va en parler après avec notre expérience personnelle et vérifier. Mais juste pour mettre des avertissements à ce genre de gros problèmes qu'on a évoqués, on a pu constater des expériences où des moi-je, une fois passés à ces synchronicités d'un niveau vraiment extraordinaire, sont devenus des dieux. Genre il y a la barbe qui pousse, etc. Tous les archétypes de celui qui devient, attention, le créateur. On se pense créateur, vraiment. Ça fait partie des déviances dont on a parlé il y a quelques minutes. C'est que c'est pas parce qu'on vit une synchronicité qu'on est un être exceptionnel. On a juste une réponse, un élément, et on conserve ce qu'on a. C'est la liberté ici d'en faire ce que l'on veut. Donc effectivement, on peut devenir le pape de la synchronicité. Hein. Ça fait partie... Des risques. Des risques, et puis comme tu disais, entre les pierres, les rayons, la voyance, on va avoir les pros de la synchronicité, bien sûr. Alors, pour éviter ce genre de problème, d'où l'utilité d'avoir toujours dans la ligne de mire de notre conscience, si c'est pas un modèle, en tous les cas, au moins la causalité.
C'est-à-dire que si vous avez des synchronicités, normalement c'est parce que vous avez des questions. C'est le fameux questionnement, on a mis des points d'interrogation partout là. Donc sur ce qu'il y a de l'autre côté. Cette chose-là se manifeste, mais après il faut bien imaginer que selon ce que vous allez développer comme questionnement, vous aurez des interprétations à la hauteur de votre ego en gros. Oui, complètement. Voilà. Une synchronicité ou ne pas en recevoir déjà, c'est pas un signe d'évolution et de droiture. Vivre une synchronicité, ça veut pas dire qu'on est un être abouti. Ça veut juste dire qu'on a un certain niveau de conscience qui nous permet d'identifier qu'on vit une synchronicité. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des personnes qui croient recevoir des synchronicités, mais que c'est le fruit de l'ego qui reçoit des synchronicités en permanence. C'est-à-dire elles ont une question toutes les 10 minutes, et dans toutes les plaques d'immatriculation, les panneaux de circulation, la chanson à la radio, le camion avec une publicité dessus, elles ont une réponse. Voilà. Elle doit atteindre un degré de pertinence. Oui, et puis franchement, le temps de la comprendre, il vaut mieux pas qu'on en reçoive une toutes les 10 minutes quand même. C'est un peu délicat. Et c'est pour ça qu'on va voir pourquoi Jung a dit quelque chose et qu'on a oublié depuis, voilà. Puisque dans tout ce que tu dis, on voit bien que rien ne s'est matérialisé dans quelque chose d'exceptionnel. On est dans de la symbolique, mais on n'a pas quelque chose de matériel qui sort du commun. Enfin, on va expliquer pourquoi en détail avec cette histoire de scarabée doré. Pour moi, c'est ce que j'évoquais, c'est juste une interprétation de ce que je vois. C'est pas la réception d'une réponse. Dans ce cas-là, on serait, comme sur cette petite diapositive, dans le cas où le moi-je ne voit toujours pas qu'est-ce qui est soi-je. Hein. Oui. C'est très flou, il comprend rien du tout encore, hein, c'est pas bien cadré. Or, le but, c'est bien de faire le pont et la clarté, et donc de tomber à synchronisation, à synchronicité, c'est-à-dire d'être dans la même pendule, là, dans le même temps que l'autre, pour pouvoir être en connexion avec lui, et qu'il nous donne enfin des éléments beaucoup plus clairs pour arriver à un but. Parce que quand même, derrière tout ça, il y a un but. On va pas mettre en place, par exemple, des synchronicités pour trouver les bons numéros du loto. On est bien d'accord. Voilà. Ni pour faire une équation mathématique. Pour faire avancer la science, par exemple. Bien que, par rapport à la science, il peut y avoir un but absolument louable. Il peut y avoir un but louable. Pour accrocher avec l'inventeur de la synchronicité, celui qui a inventé le mot, qui a défini donc de quelle action il s'agissait, de Jung, on rappelle, si c'est nécessaire, en quelques secondes, que c'est l'expérience d'une patiente, du psychologue, du psychanalyste, qui est en train de lui raconter dans un de ses rêves la présence d'un scarabée doré, et ce scarabée doré, alors qu'elle est en train d'en parler, Jung le voit se poser sur la vitre de la fenêtre. Donc il va chercher le scarabée, lui donne, il lui dit c'est celui-là. Et elle va lui dire évidemment que oui. Ce qui est exceptionnel, c'est que c'est un scarabée qui n'a rien à faire là. Il n'est pas du tout de cette région. Il n'est pas européen. Et voilà, c'est un scarabée doré. Donc là, il y a bien quelque chose d'un petit peu profond et exceptionnel quand même. Alors, arrêtons 2 secondes d'être sur des synchronicités assez banales, dont on a parlé tout à l'heure, des symboliques qui se manifestent, comme tu disais, sur des plaques minéralogiques, bien que ce soit important, c'est bien aussi. Mais la quintessence, on va dire, de la communication entre le soi-je et le moi-je, c'est de faire comprendre au moi-je que le soi-je, il est vraiment omniscient, omnipotent, c'est pas qu'une vue de l'esprit, puisque s'il le veut, il peut manifester donc dans la matière avec les petits atomes, hein, il fait ce qu'il veut, il prend tous les éléments, la matière à travers l'eau, la terre, le feu, l'air, avec tout ce qu'il veut, et il façonne quelque chose qui va vous mettre en forme pour vous prouver que lui-même, il est bien omniscient, omnipotent. Puisque, vous en conviendrez, si vous êtes en train de parler de ce scarabée, que ce scarabée qui n'est pas de cette région, au moment où vous en parlez, il est là. C'est bien une création. C'est une évidence. Donc dans le message, la portée que Jung nous fait passer, que tout le monde a oublié en ce moment dans les synchronicités, en parlant des heures miroirs, de tous ces trucs qui sont très bien, c'est qu'il faut en revenir au message très important à la base de l'enseignement qu'a voulu transmettre Jung, et Paoli par là même, hein, puisqu'il faut dire que c'était quand même un duo qui s'appuyait du côté psychologique, donc de conscience, au côté physique, qui faisait un aller-retour constant entre la physique et la métaphysique, de comprendre qu'est-ce qu'était l'autre côté. C'est pas qu'une vue de l'esprit. À un moment, c'est une concrétisation dans la matière des possibilités qui sont données de l'autre côté. Donc, vous, quand vous rêvez d'un soi-je idéal, pourquoi vous rêvez juste petit? Vous comprenez bien que l'autre, il vous le prouve, il fait ce qu'il veut. Donc, si vous rejoignez l'état de ce qui est ce soi-je, vous aussi, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Quand vous rêvez d'une tarte à la crème, vous avez une tarte à la crème. Là, cette dame dit qu'elle rêvait d'un scarabée doré. Elle a eu un scarabée doré.
Donc c'est bien un moment l'axiome qui est posé, si on parlait mathématiques, c'est la formule magique de compréhension de dire mais tous vos rêves sont une réalité si vous arrivez à atteindre cet état particulier qui est de l'autre côté, qu'on ne comprend pas, ce grand point d'interrogation, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, etc. Cette fameuse communication qui se met en place, elle est bien là pour prouver des choses aussi dans la matière aux pauvres moi-je que nous sommes. Et ça, c'est un petit peu oublié dans tout le grand capharnaüm nécessaire, d'ailleurs, qui est important, des synchronicités qui sont déballées en quantité énorme en ce moment. Déjà, par rapport à l'histoire de Jung, il faut bien dire quelque chose, c'est que c'est réel. C'est pas une symbolique. Alors, puisque tu parles de symbolique, l'affaire ne s'arrête pas là, d'ailleurs. Puisque cette dame aurait pu rêver, comprenez bien à chaque fois la finesse des grands archétypes comme celui-là, elle aurait pu rêver, comme on dit, d'une tarte à la crème. Et d'un coup, contre ouais, c'était dur à passer par la fenêtre. Mais bon. Si elle avait rêvé d'une tarte à la crème, hop, Jung aurait pu... Merde, il y a quelqu'un qui a balancé une tarte à la crème sur la fenêtre. Bon, déjà, c'était moins pertinent parce que des tartes à la crème, en Suisse, il y en a... Bon, on va dire autre chose. Une banane, il y en a aussi. Mais bon. Non, mais un fruit exotique. Un fruit exotique assez rare pour cette époque-là, d'ailleurs. Voilà. Bon, elle a rêvé de ça, mettons, d'une carambole. Voilà. Elle a rêvé d'une carambole. Un fruit exotique assez improbable à cette époque-là en Suisse. Et d'un coup, il y a une carambole qui arrive à la fenêtre. La carambole. C'est une carambole. Voilà, au niveau mystique, au niveau symbolique. Bah, ça se rapporte à rien. Par contre, si vous avez un peu de culture dans la mythologie, si vous vous référez à des grands archétypes qui sont laissés dans les pyramides, dans l'hindouisme, etc., dans les grandes religions qui ont laissé aussi des traces métaphysiques dans notre physique, c'est-à-dire comment on a pu construire des pyramides alors que c'est... Donc des messages. Voilà, donc des messages et des histoires, des légendes. C'est plus facile, à un moment, au lieu que votre soi-jeu il descende comme la dame en blanc, là, s'asseoir au bord du lit et vous dire, voilà, je vais t'expliquer. L'histoire est longue, t'as quelques heures ou quelques jours devant toi et il faut que je t'explique beaucoup de choses, ça va durer longtemps. Comprenez bien que c'est pas trop possible. Ça peut arriver à certains ascètes. Il y en a qui redescendent fous d'ailleurs de ça. Oui. Voilà. Mais ils ont eu le truc. Mais ils descendent de la montagne en disant. Il y a des ermites qui se sont suicidés au moment de partir de l'ermitage. Voilà. Ou en arrivant et même en ayant la réaction de ceux qui les accueillaient. On devient fou. Surtout quand on voit la réaction des autres. Mais bon, là, la symbolique du scarabée, tu sais ce que c'est. Le scarabée doré. D'Égypte. D'Égypte, effectivement. C'est spontané, là, ça t'a réveillé. Ah oui. Ben parce que tu connais la mythologie. Un petit peu. Donc voilà, donc on est bien obligé à moins d'avoir un référentiel. Si on ne veut pas raconter une histoire très très longue, on se réfère à un livre qui existe déjà, à ce qu'on appelle des légendes, des choses à comprendre. Mais là, c'est le moyen le plus fabuleux, avec juste une amulette. On se réveille, hop, c'est le scarabée doré. Pour ceux qui connaissent la culture égyptienne, c'est le symbole de l'Égypte antique du dieu Képri. C'est le symbole du soleil et de la renaissance, le fameux bousier qui fait tourner la boule, la terre, etc. Enfin bon, justement, on n'est pas là pour dérouler la légende, mais cette légende, elle existe bien, comme il existe des légendes hindouistes, comme il existe des légendes primordiales à chaque fois pour vous expliquer, on va dire, la causalité, puisqu'on en revient à la chose essentielle, c'est pourquoi on est dans le jeu, il y a une cause. Mais cette cause, elle est clairement inscrite, mais ça prend du temps à la comprendre, dans des légendes, dans des mythologies qui, malheureusement, ont souvent été oubliées. Mais si votre soi-jeu a bien travaillé en coordination avec le moi-jeu, en général, il peut se passer donc ce genre d'amulette. C'est-à-dire quelque chose qui se manifeste et qui est impossible à matérialiser. Ça veut bien dire que c'est une présence et une concrétisation métaphysique qui est au-dessus de la physique, qui est absolument paranormale et qui vient vous prouver que vous êtes là. Et c'est sûr, en communication avec quelque chose qui fait absolument ce qu'il veut et qui est là pour vous donner un message. Et le message, là c'est le scarabée. Là la personne, j'imagine, est allée faire une introspection énorme sur cette mythologie racontée en Égypte. Alors soit elle s'est trouvée au final avec son soi-jeu et tout va bien pour elle, soit elle continue son travail peut-être dans sa réincarnation d'après, puisque cette personne, normalement, a disparu. Juste pour boucler par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là il y a deux choses qui ne sont pas ordinaires. Un, c'est le fait que cet animal n'a pas à se situer dans ce lieu-là.
sur ce continent-là, mais en plus il admet une symbolique, donc il est porteur d'un message. Là, on peut pas douter que ce soit une synchronicité. Donc ça veut dire que le mode de communication qu'on doit instaurer avec son soi-je, il est dépendant de ce que l'on cherche, c'est-à-dire de l'intention. Est-ce que c'est réellement de la foi? La démarche, elle est rationnelle ou pas? Et de ce que l'on va en faire, de ce qu'on est susceptible d'en faire. Je pense qu'on reçoit à la fois ce qu'on est, comme tu dis, ce que l'on est, c'est-à-dire capable de supporter, mais aussi il y a peut-être un côté joueur par rapport à l'intention qu'il peut y avoir dans la demande, et que les grandes synchronicités sont faites de grandes symboliques aussi. C'est là où je mets le mot synchronicité. Le reste peut toujours reporter à conséquence. Le vrai référentiel de Jung, c'est bien ce que tu dis. Voilà. Je ne dénie pas que, je vais pas dire non, c'est pas une synchronicité, je serais qui pour dire ça, mais... Non, puis on l'a déjà dit, ça fait partie du cursus, justement, où vous allez vers les grands questionnements. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un processus qui est nécessaire pour le projet, c'est-à-dire déjà le questionnement. Voilà, mais à titre personnel, pour moi, une synchronicité, c'est un degré où il n'y a pas le doute sur le fait que ce que tu vis, c'est une synchronicité. Parce que c'est pas possible. Et en plus, ça donne une réponse. Voilà. Ce que tu expliques fait écho à quelque chose qui nous touche réellement, puisque c'est notre expérience aussi. C'est la tienne. Oui, mais tu es témoin des synchronicités, donc du coup, on peut le dire, ce sont les nôtres, même si elles sont déclenchées par un questionnement qui est le mien, mais tu peux valider de ce que je ne suis pas fou, parce que ne pas être seul, on verra que c'est quand même assez utile. Mais ça, on en reparlera à la fin du diaporama, et puisque tu parlais aussi dans la symbolique de ce jeu qui se met en place, on va terminer ce diaporama pour expliquer que les personnes qui sont en quête là de trouver qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, le grand questionnement, donc l'absolu, tout en essayant de se perfectionner, ils vont se retrouver avec des clés. Et dans la symbolique, c'est quelque chose de constant. On a toujours parlé de clés. C'est pourtant une époque reculée où il n'y avait pas grand-chose à protéger. C'est pas tout le monde qui avait des clés. Et dans le monde absolu du soi-je, quand on est omniscient, omnipotent, croyez bien qu'il y a bien une chose qui n'existe pas, c'est la clé. Parce que personne n'a rien à voler, donc personne n'a rien à protéger. Donc la clé, c'est bien quelque chose qui fait partie de notre monde. Et ça a une portée symbolique absolument incroyable. On ne s'en rend pas compte ici, puisque c'est un objet, mais alors usuel, absolument manipulé tous les jours. C'est notre ami, la clé, on l'a toujours avec nous. Mais c'est quelque chose qui existe qu'ici. C'est quelque chose qui est vraiment dans le monde relatif, donc et matériel du moi-je. Et cette clé, ce qui est rigolo, c'est qu'elle a été tout au long dans la matrice mise en scène pour faire comprendre toujours qu'elle ouvrait des portes vers quelque chose qui va au-delà. Et alors on a voulu matérialiser avec cette intuition que la musique porte tout ça, avec cette clé, d'ailleurs souvent on peut le dire, cette clé de sol qui part presque en courbe de phi et qui revient s'écraser sur la terre, c'est bien une clé de sol. Elle est bien terrestre, cette clé de sol. Ouais. Et cette clé de sol, qui représente peut-être une vraie clé de compréhension, d'ouverture, c'est quand même elle qui, de par la causalité, vous fait trouver la porte. Parce que le problème, c'est que on peut avoir des clés, mais si on ne trouve pas la porte, la clé ne sert vraiment à rien. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même dans la musique, vous avez cette compréhension à avoir, c'est que les notes sont toujours disposées sur ce qu'on appelle une portée. Donc vous avez aussi matérialisé en compréhension une clé et une portée. Donc la portée et la clé, il y a la même chose à comprendre. On vous laisse un petit peu réfléchir à cette symbolique, mais cette symbolique, elle ouvre vraiment le livre de la compréhension de ce que vous devez chercher, c'est-à-dire la causalité de ce fameux jeu que nous vivons. Pourquoi nous sommes là ? Pourquoi à un moment, quand on est prêt, on voit de la métaphysique qui se matérialise, il y a une réalité qui vient à vous, il y a des clés qui arrivent, et si vous avez une clé, vous allez chercher la porte. Et si vous ouvrez la porte, vous ouvrez le livre. Et si vous ouvrez le livre, vous allez avoir l'histoire. Et si vous avez l'histoire, vous allez peut-être comprendre pourquoi vous avez la clé. C'est compliqué. Et où est la porte ? Voilà. Et quelle est la porte ? C'est une histoire de cœur, tout ça, quelque part. Il faut ouvrir son cœur, il faut ouvrir son côté sensible. Mais tout ça, c'est un mécanisme. Et c'est le mécanisme du jeu. Et si vous réunissez tous ces éléments, ce qui va se matérialiser vraiment, c'est le monde de l'autre côté. Là, ce truc qui était très interrogatif, là. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Ce sera le miroir de ce que vous êtes en plus grand, en fait. Et quelque chose qui a une pertinence vraiment absolue. Donc pour faire un résumé avant de passer à notre propre témoignage, notre propre expérimentation, au final, ce type de communication donne toutes les informations à comprendre sur la métaphysique, et on précise bien sans ego, et sans soumission ou sans peur, pour poursuivre dans une espèce de protocole de transmission d'informations.
S'il y a des fins de questionnement personnel à l'intérieur de ce processus, ça peut fausser. Si on fait entrer l'ego dans ce processus de questionnement, ça peut poser des problèmes. Il faut que ça reste un questionnement absolu. Puisqu'on s'adresse à l'absolu. Voilà, on est donc dans une espèce d'utopie. Il ne faut pas que ce soit, comme on le disait, un questionnement intéressé. Oui. Vous n'allez pas chercher quelque chose de matériel ou d'expérience scientifique ou égotique, au final, par rapport à ces manifestations-là. Sinon, elles vont se jouer de vous. Et vous allez même fausser les résultats de ces expériences. Oui. Dans les faits, donc, c'est le plus haut niveau de synchronicité, cette synchronicité décrite par Jung. Elle se manifeste bel et bien dans la matière, sous forme là d'une amulette qui se rapporte donc à une légende archétypale historique qui est forte, qui raconte l'univers absolu, l'univers du soi-je, qui crée l'univers relatif du moi-je. Donc c'est la façon la plus simple de prouver la métaphysique par le paranormal et de raconter, expliquer le grand fonctionnement, le principe du jeu grâce au référentiel mythologique. Alors la grande question que vous pourrez vous poser, ce sera en fonction des propres synchronicités que vous avez, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Comme d'habitude, en fait, c'est la logique du travail sur soi, c'est la recherche de l'équilibre, on le dit à chaque fois, de cette fameuse utopie de l'absolu, d'imaginer son soi-je, qu'est-ce qu'il peut être, comment il peut se définir dans son propre univers. Quand l'adéquation est absolument donc juste et équilibrée, les signes peuvent s'intensifier. Donc c'est là qu'on retrouve des synchronicités extraordinaires, parce que le questionnement est bien motivé. Sinon, ça va pas marcher, on va tomber sur des motivations égotiques, à des fins de pouvoir ou même de fascination. C'est toujours pareil avec le rapport aux autres. Tout ce qui est problème de rechercher l'idolâtrie, c'est toujours le problème donc égotique. L'intelligibilité, donc, c'est la justesse du cœur de tout ce processus. Moi, je dois devenir soi-je. Et alors, faut pas évidemment chercher à s'amuser à créer ou analyser ces synchronicités dans le but de faire des études rationnelles. Sinon, ça échappe à l'esprit de soi-je. On n'est pas là pour prouver des choses aux autres. Et il faut se prouver donc à soi-même. C'est déjà la première chose. Donc la quête, elle est unique, elle est vraiment personnelle. La synchronicité, c'est pas un jeu. Sinon, elle peut mener vraiment à chaque fois à un piège absolument égotique. Ça induit bien donc la compréhension de la pensée créatrice dans la matière, mais attention, c'est là qu'il ne faut pas faire de confusion, c'est pas moi-je, c'est pas ici, c'est bien l'absolu qui matérialise la chose. La dame qui rêve du scarabée, c'est pas elle qui a créé le scarabée. Là, c'est une version égotique du moi-je. C'est bien autre chose qu'il a fait, c'est le soi-je. Donc penser que c'est moi-je est une erreur absolument égotique, ce que les scientifiques ont raison d'appeler de la pensée magique. Oui. Il faut sortir de cette bêtise-là, c'est pas de la pensée magique, c'est autre chose, et qui doit bien être rationalisé dans ce rapport qu'on vient de définir à travers cette synchronicité. Alors, notre propre expérience dans cette affaire-là, vous l'aurez compris, on n'aime pas en parler, parce que c'est pas du tout notre état d'esprit de se mettre en avant. Et une question qui revient souvent dans les messages qui sont laissés sous les vidéos, c'est une problématique que vous exposez, pour certaines, qui sont dérangées, de dire, mais donnez votre identité, définissez-vous, mais qui êtes-vous parce qu'après tout, c'est bien joli, on écoute vos informations, mais on ne sait pas qui vous êtes. On a toujours répondu la même chose à ce genre de questionnement, qui est légitime, de vous dire, mais cette question, posez-vous là sur des sujets qui sont déterminants, mais plus importants. En général, vous votez pour un président, vous n'avez pas son pédigré non plus, et pourtant, vous votez pour lui. Là, nous, c'est juste un partage d'informations, d'une expérience donnée. Vous donner nos identités précises, et ce qu'on fait dans la vie, etc., n'apporterait rien de plus. Donc, il n'y a aucun intérêt à ça. D'autant plus que nous avons décidé de rester anonymes pour ne pas tomber dans toutes ces problématiques d'idolâtrie et d'ego. Voilà, tout à fait, d'ego mal placé. Il y a beaucoup quand même de gens qui, au travers d'une expérience, ça commence toujours comme ça, ou d'un partage de savoir, sont dans de la commercialisation. Le partage devient un support de commercialisation ou une démarche qui sert aussi un intérêt personnel. Donc le propre était aussi de ne pas pouvoir avoir aucun signal de ce type-là. Mais ça installe après un espèce de rapport affectif aussi, qui est quelque chose de malsain, qui peut entraîner des complexes d'infériorité ou de supériorité intellectuelle qui n'ont pas leur place du tout dans ce type de transmission d'informations. Complètement. Alors après, ce qui est par contre un petit peu plus pertinent,
c'est de donner le profil des personnes qui parlent, ça c'est vrai. Et là on peut le faire très rapidement en disant que cette quête du fameux grand questionnement, ce qu'on avait matérialisé dans le diaporama, ce grand point d'interrogation, c'est une question innée qui se pose chez certaines personnes. Oui. Et là, c'est vrai qu'en témoignage personnel, on peut le dire, ce grand questionnement donc de l'existentialisme, de tous ces problèmes métaphysiques, ont été déterminants dans la quête. Oui. Et ça, il faut que ça le soit aussi, parce que si à un moment on suit, comme dans les légendes l'expose bien, c'est la recherche du Graal, etc., s'il n'y a pas une motivation dégagée de tout souhait de retour dans la matière, mais ça marche pas. On va prendre forcément une voie de garage. Il faut que le questionnement soit lui aussi épuré de toute espérance de retour matérialiste. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et après, bon, c'est vrai qu'il y a plein d'expériences qui sont greffées autour de chaque type de vie, de chaque type d'existence. Là, on peut donner des éléments pour donner les détails de la propre synchronicité que nous avons eue en témoignage. On peut le dire, c'est pas du scarabée chez nous. C'est autre chose, d'ailleurs on n'a jamais voulu dire ce que c'était, parce que justement, pour nous on estime que c'est du domaine de l'intime, mais c'est bel et bien comme le scarabée, un objet qui s'est matérialisé, qui n'est pas d'ici, donc qui n'est pas de cette région, d'ailleurs dont on ne connaissait même pas l'existence. Qui n'est même pas du continent, oui. C'est comme le scarabée, c'est pas une question de département, c'est flagrant que la région, elle était inappropriée à la découverte de l'objet. De cet objet. Et cet objet, tout comme le scarabée, correspond à un livre à ouvrir pour comprendre ce qu'est le grand jeu, mais dans une autre mythologie, qui n'est pas la mythologie égyptienne, mais hindouiste. Quelque chose d'ailleurs, bizarrement, comme par hasard, qui ne faisait pas partie des recherches que j'avais entamées. Pourtant, je veux dire, j'ai étudié beaucoup de choses dans les religions, et pas ça. Comme si c'était fait exprès. Donc là aussi, ça prouvait bien que... C'est pas comme si c'était fait exprès. Voilà, c'était pas un appel de quelque chose qu'on connaît. Quand ça a été trouvé au départ, on savait même pas ce que c'était. Donc du coup, on peut pas dire qu'il y ait une influence du moi-je, là aussi, sur le soi-je. C'est-à-dire que c'est une stratégie à retardement. Bon, on pourrait expliquer, parce qu'après, on a compris qu'on savait, mais c'était pas évident au début de la synchronicité. Voilà. L'objet en soi, il n'a pas d'importance. Donner l'identité d'un objet, c'est tomber aussi dans l'anecdote. C'est quelque chose d'intime pour nous, mais pour celui qui écoute, c'est juste une anecdote en fait. C'est pas le but qu'il faut faire comprendre, c'est que nos identités, nos noms, nos prénoms, ce qu'on fait dans la vie, l'objet qu'on a trouvé, ça n'a aucun intérêt, mais aucun. Ce qui compte, c'est le témoignage qu'on livre. On n'en fait pas un enseignement, on ne le commercialise pas. Juste cet objet, quand on parle de quête, au départ, on ne sait pas ce que c'est, on a fait une recherche dessus, on a cru que c'était quelque chose, on l'a identifié comme un quelque chose, et on ne se rend compte de ce que c'est réellement qu'un an après, dans des circonstances très particulières, sur une journée très particulière, où on sentait bien qu'il se passait des choses qui n'étaient pas dans l'ordinaire. Ça veut dire que si l'objet, il n'avait pas porté une quête sincère, on l'aurait oublié et il ne serait jamais ressorti. Il n'aurait jamais été le support de recherche, donc de réponse dans nos vies. C'est parce que la quête, elle est toujours là, que cet objet, il a fait son temps, comme on disait tout à l'heure. On ne peut pas avoir toutes les réponses d'un coup. Il faut que la pierre, elle soit polie pour que les réponses, elles trouvent leur écho en nous. Donc à un moment donné, on reçoit aussi des choses qui nous portent pendant un temps, mais c'est le temps que l'on met pour être prêt à entendre ce qu'il y a derrière. Il faut dire au passage que la symbolique de cet objet dans la mythologie dont il fait partie a une clarté d'une évidence incroyable. Tout comme le scarabée aussi, il y en a une. Et il n'y a pas d'erreur. Et la matérialisation aussi de la chose est absolument paranormale. Alors, on peut même, parce que on est quand même un peu taquin, et comme on a travaillé le modèle, parce qu'entre-temps, ce qui s'est passé, c'est l'histoire de ce que j'appelle des téléchargements, c'est-à-dire dans cette espèce de protocole de discuter avec l'au-delà, qui se manifeste jamais par une dame en blanc qui vient s'asseoir en face de vous, ni par des voix, mais par une compréhension de ce qu'est l'intuitif et de le développer à travers des méditations, à travers aussi un travail qui, on ne comprend pas toujours pourquoi, arrive dans la nuit, une espèce de téléchargement. Vous avez d'un coup un tas d'informations qu'il faut parfois même des semaines pour pouvoir redécomposer, on va dire, la compression d'informations tellement c'est dense et fourni. Et tout le modèle que nous avons exposé découle de ce travail-là. Dans ces périodes intenses qui sont un peu mystiques, on peut l'appeler comme ça, il y a cette espèce de travail qui se fait, donc de transmission d'informations. Et pendant ces transmissions d'informations, j'insiste bien que ce protocole
qui n'est pas basé sur des questionnements personnels, mais qui est bien basé sur un questionnement de l'absolu, de comprendre le fonctionnement global, complet, de nature, j'allais dire universelle, mais non, c'est que c'est au-delà de cet univers, c'est multi-universel, donc avec les deux univers, celui du soi-je et du moi-je. C'est quand on arrive à cerner le pourquoi du comment, c'est-à-dire donc la causalité, que le modèle commence à prendre forme. Et ce qui est assez étrange, et ça c'est une description absolument personnelle, c'est que vous comprenez le matin quand vous vous réveillez que un tas d'informations vous a été, entre guillemets, téléchargé, que une espèce d'évidence dans votre conscience s'est installée, avec des nouvelles informations qui vous paraissent d'une clarté incroyable, alors que, si vous vous souvenez, la veille, vous ne l'aviez pas du tout. Et c'est quelque chose de flagrant, c'est pas vous qui l'avez créé. C'est un apport qui vient d'ailleurs, c'est une information qui vient vraiment s'incruster dans votre propre conscience. Et tout le modèle que nous avons mis, alors qu'il soit vrai ou faux, de toute façon on n'est pas là pour justement comme tu disais, pour le vendre ou pour qu'il y ait des adhérents. C'est le résultat de notre propre expérience qui nous a soufflé à l'oreille, on va dire, si on veut rester dans la poésie, mettons, ce modèle que nous exposons avec les moi-je, les soi-je, pourquoi le féminin et le masculin, à un moment, se scindent en deux. Ça pourrait reprendre d'ailleurs, soit dit en passant, l'histoire de Narcisse, qu'on comprend pas toujours bien, hein, c'est-à-dire celui qui se regarde dans l'eau, mais en fait, c'est pas parce qu'il est gothique, mais parce que il a le souvenir de son double féminin, donc il retrouve dans son reflet l'image de celle qu'il a perdue, etc. C'est quelque chose à comprendre dans le modèle que nous proposons, parce que c'est celui qui nous a été donné à comprendre dans ce type de protocole, donc de discussion avec le monde absolu. Mais s'il vous convient pas, c'est que c'est pas pour vous le moment d'adhérer à celui-là. Il peut y en avoir d'autres. C'est pour ça que c'était pour nous assez difficile de faire des vidéos qui d'ailleurs, c'est marrant, en termes d'audience fonctionnaient beaucoup plus avant d'exposer le modèle, alors que pour nous maintenant qu'on a donné le modèle, il y a une clarté qui devient absolument rationnelle et évidente, et ce qui est étrange, c'est de voir la chute du nombre de vues. On n'est pas là pour se gratifier de ça, donc on s'en fout, mais c'est une constatation, juste. C'est que depuis que le modèle est là et que ça devient donc du coup moins poétique, mais tout à fait rationnel d'expliquer la causalité, on en viendra à une causalité d'ailleurs bien plus précise dans la prochaine vidéo, mais c'était le moyen de donner une cohérence à l'explication de l'existentialisme ici même, dans ce monde relatif là. Et là d'un coup, on perd la moitié des personnes qui étaient abonnées à la chaîne. Ça veut bien dire quelque part que, et c'est là qu'on va rattraper cette espèce de logiciel qui pour nous dérape un peu, c'est-à-dire que tout ce qui est du monde du namasté, comme on le dit, c'est-à-dire du nouveau monde spirituel ou du New Age, a besoin d'autre chose de ce que nous apportons là. Là, en ce moment, on constate bien que il y a tout un mélange des logos d'avant, que ce soit le pouvoir des pierres, la fascination à travers les anciennes civilisations, les mythologies, etc., qui, au lieu d'apporter un certain rationalisme, ce qui est la quintessence de cette explication, là, de ce qu'on est venu faire, c'est-à-dire rester rationnel, mais en même temps s'ouvrir à la métaphysique. Ce qui était bien, c'était que ce soit le monde occidental qui s'ouvre à ça, puisque lui, il s'est vautré à fond dans la compréhension de la physique, alors que l'orientalisme, lui, a gardé cette espèce de naturel compréhensible de la métaphysique sans avoir eu à creuser le côté rationnel. On est toujours avec cette histoire du balancier, soit on est trop d'un côté, soit trop de l'autre. Il ne faut pas être trop spirituel et perdu dans le logos métaphysique sans le comprendre, ou être trop dans la physique sans penser qu'il existe de la métaphysique. Et c'est ici, même dans notre culture, qu'on pouvait arriver à faire le lien, puisqu'on a cette compréhension de la métaphysique avec notamment l'alchimie, qui est un support extraordinaire, et cette connaissance de l'occidental à travers la physique, qui aurait pu faire ce mariage sublime. Et on s'aperçoit que non, on passe, nous, occidentaux, là, notamment en France, d'un moment où on était très cartésien, et c'est très bien, avec des cartes, avec un logos extraordinaire qui est celui de la logique, du cartésianisme et donc de la rationalité. Comme ça, on évite en général de se perdre dans des mondes fantasmés métaphysiques qui ne sont pas les vrais.
Oui, c'est comme tu dis, le risque aujourd'hui de cette vague de spiritualité, parce qu'elle correspond à un besoin. Les gens, ils ne peuvent plus rester dans leur vie telle qu'elle est. Ils ont mis de côté les religions et très souvent, l'absence de rationalité fait qu'ils se recréent des croyances autour d'enseignements divers et variés, d'expériences qui ne sont pas personnelles mais qui le deviennent. Parce que quand on veut ressentir des choses, on les ressent. Mais ça n'a rien de spirituel, ça. C'est juste de l'autosuggestion. Mais dans des décorums particuliers, on en fait une expérience. Donc je crois que, comme tu l'as expliqué, le protocole qu'on peut mettre en place avec son soi-jeu dans une démarche de synchronicité, il est à même, s'il est bien fait aussi, de nous apporter des preuves. Parce que la métaphysique, pour nous, terriens, ça reste quand même quelque chose de très subtil, de très... mystérieux. Oui, c'est pas solide, quoi. Si on avance sans preuve, qu'on va sur des chemins sans aucun élément de référence rationnelle, on retombe dans une croyance. Alors elle peut nous faire du bien, hein, mais elle demeure une croyance. Et il faut savoir où elle nous mène aussi, cette croyance. Et on en voit les déviances. On parlait tout à l'heure de crop circle comme un élément qui vient dans ces communications qu'on a avec l'au-delà. On essaie de comprendre qu'est-ce que c'est. Et le crop circle est un élément collectif. C'est plus un élément introspectif personnel. Complètement. Et là, on a vu récemment, et ça c'était une expérience fabuleuse, le fait que des gens qui soient anti-métaphysiques, on va dire, qui ne croient pas qu'il y a de la métaphysique et qui veulent constamment prouver qu'elle n'existe pas, viennent, et ça c'est plutôt sain, démonter, mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de ce qu'on vient de dénoncer, c'est-à-dire cette espèce de mouvement New Age ou Namasté qu'on réunit dans le même sac, qui crée ces déviances du comportement rationaliste qu'on doit garder. Il faut garder la raison. Et toutes ces interprétations qui ont été faites sur des crop circles, qu'est-ce que ça vient raconter, et ça symbolise quoi, quelle est l'énergie bovis, etc. Mais vous voyez bien que ça apporte rien, ça. C'est juste de la masturbation intellectuelle de gens qui deviennent presque des gourous. Pas presque. Ils deviennent des gourous puisque ce sont des éléments de référence en la matière. Et encore, je dirais que si c'était des spécialistes de l'authentification et des spécialistes du message, parce que, comme tu l'as dit, c'est un mode de communication. Donc à un moment donné, l'attente des personnes qui ne sont pas spécialistes, elle est saine. Bien sûr. Ils veulent bien croire qu'on communique avec eux, mais ils veulent être certains du message qui est reçu. Sauf qu'ils s'en remettent à des personnes dites spécialistes qui, comme tu dis, après, amènent à des modes de fonctionnement qui ne sont même plus sur le message, mais sur des sensations, des énergies non démontrables. Et ça mène à quoi? Le fait que des personnes créent ce crop, laissent aller l'emballement de la machine, pour après dénoncer l'excès de la démarche, parce que ce qui est dénoncé, c'est l'excès de la démarche. La personne qui croit, elle va très bien dire, c'est pas parce que celui-là a été créé que les autres le sont aussi, ça, on est d'accord. Mais au moins, ça démontre l'excès de la démarche. Alors, faut bien préciser, une fois de plus, la voie du milieu est la bonne, c'est-à-dire que dans cet événement-là, du faux crop circle, nous avons d'un côté du pendule, là, puisque là, on reprend l'image du pendule, mais sans faire de l'unité bovis, hein, on n'est pas dans ça. Sur le balancier. Voilà, c'est un balancier, plus précisément, tu as raison. On a d'un extrême les zététiciens qui ont fait de leur physique rationaliste une véritable religion, qui leur empêche de s'ouvrir à un état d'esprit, à une intelligence différente. Et de l'autre côté, l'extrême opposé, c'est-à-dire l'antirationalisme, qui lui, avec des codes et qu'il crée lui-même, avec une espèce de poésie du spirituel, va s'installer avec de la croyance, comme tu dis, et quelque chose qui n'est pas du tout rationnel. Et qui amène, et c'est ça qui est important, il faut quand même savoir quel est le projet, qui amène les gens dans un logiciel qui pourrait être de prime abord assez sain, c'est-à-dire celui de gagner en travail sur soi. La spiritualité, normalement, amène cette espèce d'hygiène de pensée et de vie. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. En même temps qu'elle vous amène cette hygiène de pensée, donc de calme pour ouvrir à la métaphysique, au lieu de vous laisser vos propres clés, elle vous donne aussi le livre à lire. Et c'est pas votre vie qu'il y a dedans. Donc elle vous amène en fait une religion nouvelle, quoi, ni plus ni moins. C'est le même principe que l'autre religion d'avant. Le même principe. Quel que soit ce qu'on vit, il faut tout ramener à la nature en fait. Si on réfléchit à ce qu'est notre corps, comment il fonctionne, il est fait de cellules, chaque cellule sait ce qu'elle a à faire, etc. On a un cerveau, faut pas être crédule, faut pas oublier qui on est. On est venu s'incarner dans ce corps-là pour vivre quelque chose. Donc il ne faut pas abandonner ses capacités personnelles au profit de personnes que l'on jugerait supérieures ou quoi que ce soit, et
auquel on remet nos clés d'expérience, parce que c'est ce qui se passe. C'est que les gens, à un moment donné, ils ont leurs clés de vie et ils les remettent à des personnes qui leur disent comment s'en servir, où s'orienter, etc. Non, ce sont nos propres clés. Sinon, on aurait un esprit de groupe comme les animaux. On a un esprit individuel, donc la seule reliance quand tu te dis... Excuse-moi de te couper parce que tu viens de dire un truc important et je tiens justement à bien le souligner, bien sûr. C'est le fait que tu as bien dit qu'on a un esprit individuel. Là aussi, du côté de Namasté, on est sur le fait de contredire ça et de dire qu'il y a un soi et qu'on va refondre dans le soi, etc. Non. Et ça aussi, c'est très dangereux. Non, on revient pas au tout, on en vient. Il faut juste comprendre qu'on vient du même endroit. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils, qu'on va tous se refondre dans le... Certainement pas. Voilà, on crée des religions. Aujourd'hui, on est en train de créer les religions de demain. Parce que chaque religion, chaque message est fait pour une époque. Donc on fait juste une recréation de quelque chose. Et on va refaire des clivages avec les mêmes guerres qu'il y a eu avant. Exactement. Parce que si vous regardez bien ce qu'on a aujourd'hui, c'est la même chose que ce qui s'est passé avant. Et nous avons d'un côté des gens qui sont ultra rationnels, qui seront en gros les bourreaux de demain, de ceux qui sont en train de d'expliquer la métaphysique, mais comme ils l'expliquent mal. Donc du coup, si on regarde le côté négatif de cette histoire, d'avoir créé avec les zététiciens faux crop circle, c'est que tous les autres vont peut-être passer à la trappe de quelque chose de métaphysique qui était vraiment une communication avec le monde du soi-jeu. Et là, ce que je soufflerai comme idée aux zététiciens, c'est de nous prouver qu'ils arrivent à faire des crop circles aussi complexes, parce que franchement, si vous êtes un petit peu dans la géométrie, vous avez vite fait de comprendre que c'est un crop circle hyper simple à réaliser, vu que vous avez un axe unique et de là s'articulent juste des tensions de périmètre faits pour faire des figures circulaires. C'est le truc de bébé, quoi. C'est un truc hyper simple. Par contre, si vous vous attaquez à des crop circles hyper délicats avec des angles, avec des figures pointilleuses à réaliser, là, ça se fait pas en une nuit et ça se fait pas de la façon dont ça a été réalisé, vu que ça mériterait beaucoup plus de jours. Parce que tout est faisable, c'est faisable, mais ça mériterait beaucoup plus de temps, donc ce serait vu, etc. On arrive sur une autre problématique. Mais on n'est pas là non plus pour dire que les crop circles sont une réalité. Mais si vous comprenez bien, et ça je m'adresse plutôt au côté de notre cerveau zététicien, si vous comprenez l'histoire du magicien d'Oz, si vous voulez prendre en compte le fait à un moment de vouloir bien accepter qu'il y a un monde métaphysique et qu'il faut juste un peu ouvrir cette porte pour essayer de le comprendre, vous verrez bien qu'ils avaient un but, ces crop circles. Vous, votre but, ça a été de démontrer que cette chose-là était réalisable par des humains. Ça, c'est une réalité. Mais il y a une autre réalité qui existe, qui est beaucoup plus difficile à aborder, c'est de se dire, mais est-ce que dans la complexité d'autres crop circles, qui n'ont jamais été démontrés comme étant faits par un humain, est-ce qu'on ne peut pas se donner la possibilité de réfléchir à cet au-delà, et donc à cette métaphysique exprimée dans ces figures-là? Voilà. Ce qui est intéressant dans tous ces combats, parce que ça devient des combats, quelque part. Ah, mais c'est combat intellectuel, tout à fait, c'est sain. Hein. Ce qui est d'intéressant pour nous qui pouvons être observateurs de ça, puisque si on n'est pas tombé dans ces mouvances, ces croyances, etc., on est observateur, on regarde, on enquête. Ce qui donne aussi beaucoup de poids à ce que l'on peut penser, c'est l'attitude des uns et des autres quand il y a des débats de ce type-là. Et on pourrait s'attendre justement à ce que, dans ce cadre-là, le milieu dit spirituel s'en sorte beaucoup mieux. Puisque normalement, il a un savoir et il se prétend d'une certaine... le comportement, tu veux dire. D'une certaine sagesse. C'est là où, moi, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui m'étonnent beaucoup. Soit on laisse passer, on dit, moi, de toute façon, je vais pas dépenser mon énergie à ça. Soit on est du même niveau que l'autre. On est dans ce dialogue de sourds auquel on est habitué dans nos sociétés. C'est presque un dialogue de lutte des classes, quelque part. Tout à fait. Et donc, du coup, on se dit, mais finalement, ça donne beaucoup d'indications sur la réalité. Et sur la difficulté de faire une synthèse des deux milieux là, qui sont très opposés. Et moi, je trouve que ça nous apprend beaucoup dans notre propre chemin, parce que des fois, on pense avoir surmonté des choses. On pense avoir acquis des choses. On pense avoir intégré des choses. Et ce que ça nous montre, c'est que tant qu'on n'est pas confronté à l'expérience, on ne peut pas savoir si c'est effectivement acquis et intégré. C'est
tout le temps fait pour nous confronter. Et on va voir que ce milieu spirituel, ça a commencé, il va se déchirer et on verra ce qu'il en restera. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite parce que... Il y a une usure, hein, de toute façon, on le sent. Non pas qu'il se déchire, mais que parce qu'il n'est pas en capacité de démontrer aussi une certaine rationalité, parce que c'est ce que l'on est ici, l'esprit, il est venu s'incarner ici. Donc ce n'est qu'à travers ce que l'on est ici qu'on va pouvoir rejoindre l'absolu. On ne peut pas le faire par des concepts qui ne sont pas d'ici. On va devoir rationaliser, démontrer, ne serait-ce que pour soi. Alors, sinon, on est dans la croyance, on n'ira pas là où on souhaite aller. Et on voit ça des deux côtés, puisque de l'autre côté, on a vu des incohérences assez rigolotes au passage. Par exemple, chez les zététiciens, une personne qui fustigeait le camp opposé en disant « Mais moi, ce qui m'irrite », et quelque part, on peut comprendre le truc, c'est de voir que certains de ces milieux-là peuvent se dire qu'ils vont soigner des cancers. Et le gars dit « Ok », il se dit « Moi, je défends ma paroisse de la chimie, donc la chimiothérapie et compagnie, en gros, on va dire. Oui, oui. » Et de dire « Mais ouais, dans ma famille, il y a quelqu'un qui est décédé, donc je suis touché par les cas de cancer de... » Et on s'est dit, mais attends, mais tu vois bien que ta physique aussi, elle n'a pas résolu le problème. Le gars avec ses cristaux ou ses machins et tout, il fait pas mieux, ou des fois il fait mieux même. Donc c'est pour ça que ça mérite qu'on se pose la question. Notre médecine est excellente dans la mécanique. Et encore, il y a mieux, hein. Je veux dire, il y a des civilisations qu'on imagine qui ont déjà des trucs beaucoup mieux que ça. C'est des mécanos. On intervient sur la réparation. Voilà, une réparation mais physique, mécanique. Juste ce que je voulais dire pour terminer là, c'est que c'est marrant cet emportement qu'on peut avoir d'un camp sur l'autre, et les deux ne s'aperçoivent pas que... C'est un manque de clarté. Et surtout d'empathie, parce qu'à un moment, on peut le dire, que ce soit l'effet placebo, nocebo, etc., on sait que ça existe, même le milieu scientifique l'a étudié, et quelquefois on a de meilleurs résultats sur des maladies qu'on ne maîtrise pas. Dans le côté métaphysique, enfin, métaphysique, c'est un mauvais terme au final, quand on comprend bien ce que c'est la vraie métaphysique, mais dans le côté magique de notre univers relatif, il y a des fois plus de résultats dans la magie du relatif que dans la physique pure et dure. Hein. Oui. Il faut se poser des questions, il faut arrêter d'être sectaire. De toute façon, c'est la fusion de ces deux consciences, c'est-à-dire rationnelle, physique, et spirituel, métaphysique, qui fait la vérité. Mais c'est pour ça que je vous dis et redis, je suis très attachée. À partir du moment où on a un intérêt personnel dans une démonstration, pour moi, on n'est pas droit. Que ce soit à titre commercial ou à titre de notoriété, ou etc. Il ne peut pas avoir une intégrité totale. Voilà. Ce qui est absolument dommage, alors peut-être ça va se rectifier et tout, puis de toute façon, l'aventure du scénario qu'on vit ici est là pour nous faire la surprise constamment de l'évolution de tout ça. C'est qu'à un moment, on aurait pu croire, il y a quelques années, que ce milieu qui vient du rationalisme, c'est-à-dire donc de la physique, bien pure et dure, allait avec la physique quantique, comme on le disait tout à l'heure, et là on développe un peu plus, allait résoudre cette espèce d'alchimie qu'il fallait faire entre le spirituel et le matériel. Et la physique quantique, avec tous ces scientifiques qui arrivaient estampillés de la filière officielle, classique, voilà, reconnue, on va dire, allait se positionner dans cette espèce de mariage, de cette fusion, et apporter l'explication de ce qu'est la matière à travers tous ces nouveaux concepts, etc., et dégager de tout ça la bonne vision des choses pour avoir un projet vers une compréhension des causes, donc de la causalité, sortir de la pensée magique que les scientifiques n'ont pas compris qu'ils ont aussi, c'est-à-dire de croire qu'on est dans un hasard, alors qu'on est dans un monde absolument voulu qui n'est que de la causalité, justement. Et cette fusion, pour l'instant, n'a pas lieu. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est de constater que ces scientifiques très reconnus, que ce soit dans la quantique ou dans les astrophysiciens, etc., qui se côtoient, n'ont jamais ces débats-là. Ils se tapent sur l'épaule, c'est des potes, ils font même des conférences ensemble, quelquefois, et rien ne les choque. Donc ça veut bien dire qu'ils n'ont pas encore précisé qu'est-ce qu'est la physique et la métaphysique, que vient faire la physique quantique là-dedans. Et tant qu'on est dans cette abstraction, on ne peut pas avancer. Donc ça, il va falloir que ça se clarifie. Et le problème, c'est que derrière tout ça, on retombe dans des égos spirituels qui font qu'une espèce d'avalanche... Des égos. Ben, quelque part, dès qu'il y a une graine de métaphysique dedans, soit on met les mains dans le cambouis et on finit le boulot, soit si on le finit pas, c'est qu'il y a un côté égotique. Ce que je voulais dire, c'est que l'ego qui est exprimé n'est pas forcément spirituel. C'est pas parce qu'il se dit comme tel qu'il l'est. C'est l'archétype spirituel qui vient dans cet ego. C'est le même ego. C'est assez délicat de voir d'ailleurs que cette physique quantique aussi est récupérée même par des mouvements religieux qui viennent appuyer leur propre idolâtrie monolâtre. On peut le dire, là c'est un chaos en ce moment. On l'a déjà dit, mais ça part dans tous les sens. Mais c'est pareil par rapport aux gens qui portent des enseignements avec des titres de maîtres, etc.,
etc. Alors même que cette magie, entre guillemets, ces enseignements, ils sont d'une époque, et quand ils ont agi à cette époque-là, c'était pas avec 3 jours de formation que les choses se faisaient. C'était comme la chimie, c'était quelque chose de très long. C'est une vie presque. Voilà, c'était quelque chose... plusieurs vies même, si on veut être précis. C'était plusieurs vies, mais quand on vous disait dans les écoles de l'époque que les gamins, ils étaient détectés, et encore, ils avaient des épreuves que pour rentrer dans les écoles. Absolument. C'est parce que on savait que dans une vie, ce serait très court. Et que s'il fallait porter ce savoir-là et continuer à le développer, un maître, il n'avait pas le temps de perdre du temps avec un élève inconséquent. Absolument. Aujourd'hui, les gens, ils vont acheter des pierres, ils savent même pas ce qu'ils achètent, ils font des choses avec. Enfin, moi, si ça soulage, c'est une bonne chose, mais le travail sur soi, c'est vraiment un grand travail. Tout ça, oui, ça peut être une béquille de temps en temps, mais il faut pas que ça reste longtemps. À chaque fois, avec le modèle qu'on a proposé, vous situez quelle est votre position de conscience. D'ailleurs, on va mettre la diapo de l'épisode précédent où on a mis toute la création possible qui peut se passer dans les mondes de moi-je, puis dans les mondes extraterrestres, côté bien et côté pas bien. Côté bien, vous pouvez vous douter que c'est quand même une transition qui peut se faire vers le monde du soi-je en intermédiaire. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas passer directement vers le monde omniscient, c'est-à-dire donc l'absolu, vous pouvez encore rester un peu dans le logiciel relatif, mais avec des extraterrestres du bien qui viennent vous apprendre un petit peu plus de rectitude dans votre comportement. Parce que justement, ils sont entre les deux mondes. Et du coup, pour pas vous choquer, ils viennent avec une espèce de logos, genre une soucoupe volante, alors qu'en fait, il n'y en a pas besoin, etc. Mais vous comprenez bien qu'il y a quand même une grande distance avec la chose qui trafique, comme tu dis, les cristaux, etc. ici, qui est en train de construire le monde qui va apporter en étant les maîtres de ce monde. En fait, c'est une hiérarchisation égotique qui se refait, ni plus ni moins. Alors, à un moment, puisqu'on parle de ce plan, là où on voit toutes ces planètes avec ses destinées possibles, là, de retour au soi-je ou pas, ou tomber dans le transhumanisme ici, avec l'intelligence artificielle, il y avait vraiment l'idée, à un moment, je m'étais dit, on va pouvoir mettre un bulletin presque météo toutes les semaines de savoir vers quoi la planète en général, même s'il n'y a aucune fatalité, chacun pourra choisir où il va dans cette histoire-là. Hein. Il y en a qui vont aller à droite, d'autres iront à gauche, en haut, en bas, etc. Là, en tous les cas, c'était intéressant de voir comment la planète se comporte dans sa totalité pour savoir s'il y a une forte influence pour que ce soit telle ou telle version qui prenne le dessus. Là, on voit bien, par exemple, que si on reste sur la géopolitique, le Gog et Magog avec l'Armageddon, on est toujours là-dessus. C'est l'archétype monothéiste qui va finir... On voit que ça a du mal, mais c'est en permanence le but recherché... Qui revient constamment. Comme tu dis, ça a eu du mal. Bon, ça a été freiné, on s'est dit, ça aura pas lieu. Et non, mais ça continue. À chaque fois que quelque chose s'éloigne, hop, il y a un autre événement qui, normalement, doit produire cet effet-là. Donc, comme tu dis, on est toujours sur... cause et effet en permanence. Et on est dans cette eschatologie pour l'instant. En tous les cas, la géopolitique tient toujours. Les ficelles sont tirées toujours pour qu'on arrive à ce scénario. On n'en est pas sorti. Mais si on en sort, et ce sera une grande surprise, et ça peut le faire, puisqu'on a des points d'analyse pour savoir qu'il y a quand même d'autres éléments qui tirent la corde de l'autre côté. Et c'est pour ça que rien n'est joué encore. Vraiment, rien n'est joué. Et ce qui est délicat, c'est que on aurait voulu faire une espèce de bulletin météo de l'état de la planète sur ce qui va se dérouler après. Est-ce qu'on ira vers le monde du soi-je? Est-ce qu'en majorité, on va aller vers le monde extraterrestre amélioré? Ou le monde extraterrestre horrible? Ça aussi, c'est pas exclu. Hein. Ou le transhumanisme ici, etc. Ou une évolution hybridée. On a parlé de toutes ces solutions. Mais en fait, on s'aperçoit que tout est faussé, on ne peut même plus faire ce calcul, puisque ce qui nous servait de base de calcul, de base de compréhension avec des nombres sur Internet, des données que tout le monde pouvait avoir du big data, mais maintenant, ça y est, elles sont faussées. C'est-à-dire que les pouces bleus, là, vous savez, pouces bleus en haut, en bas, etc., sur les chaînes, là, ça veut plus rien dire. On peut apporter notre propre témoignage sur notre chaîne. Quelqu'un nous l'a dit, on s'en était même pas aperçu. Un matin, on nous a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez plus de pouces en l'air. D'ailleurs, c'est une connerie de mauvais souvenirs à la romaine aussi, ça. Tu te rappelles le truc des arènes, là? Pouce en bas, pouce en haut. Ça nous a jamais plu, hein. On aurait fait YouTube, par exemple, ça, on l'aurait pas mis. C'est assez marrant de voir qu'on est toujours sur le même principe, c'est Rome, hein. C'est toujours eux qui dirigent, c'est clair et net. Et là, on voit bien qu'il y a cette histoire de pouce bleu, ça. Et là, vous voyez, maintenant, on n'est même plus dans la vérité, c'est faussé. Nous, on peut le dire, en une nuit,
tous les pouces levés. Toutes les vidéos étaient à 0. Tout était à 0. Ouais. On a vu des chaînes où même il y avait des démonstrations en direct où les pouces j'aime étaient tombés. Donc les j'aime pas, ils restent en principe. Hein. Ceux-là, ils sont pas touchés. Tout avait été mis à 0 et la personne qui était titulaire de la chaîne faisait une démonstration, c'est que l'algorithme était resté et du coup, à chaque fois qu'il cliquait sur j'aime, ça faisait -1. Voilà. Donc il y avait même des j'aime en moins. Alors vous voyez bien là aussi les dangers de l'intelligence artificielle. Si vous remettez votre pouvoir de décision dans quelque chose qui à un moment fonctionne bien, mais dès le moment où ça fonctionnera plus bien, vous allez au chaos total. Ce que ça montre quand même, c'est que il faut pas être dupe. Il y a des influences qui se font sur la destinée du monde. Là, ça peut paraître dérisoire, mais ça l'est pas. Puisque c'est en fonction de ce genre d'indicateur qu'une vidéo va vous être recommandée ou pas. Bon, après, c'est pas bien grave dans le monde de l'absolu, tout ça, puisque ça pourrait se changer automatiquement si on voulait. Ça n'a rien de personnel. Et d'ailleurs, si ça se passe comme ça, c'est que c'est très bien, problème là-dessus. Mais juste ce que ça nous apprend, c'est que peut-être que pour avoir le discernement, il faut travailler et chercher au-delà de la surface. Et que même des choses qui se présentent comme étant pourries ou étant bonnes, étant matériel, duel ou spirituel, il faut gratter un peu au-delà de la surface. Parce que peut-être que, comme disait un certain Fox Mulder, la vérité est ailleurs. Alors, ce qui nous embête quand même, c'est que auparavant, moi j'avais une espèce de logiciel de surveillance parce que par curiosité, alors peut-être que la curiosité est un vilain défaut, c'est ce que veut nous dire l'intelligence artificielle. C'est que à travers une pertinence de calcul de nombre de vues sur certains milieux intellectuels donnés par des vidéos, on avait tout comme le big data, toutes les informations pour comprendre où allait le monde. Donc c'est pour ça qu'on suivait le scénario avec les eschatologies et tout en se disant bon, est-ce qu'on va plus vers ça, mais ce serait même plus pertinent parce que tout ça maintenant c'est faussé. Oui, surtout quand on sait que tout s'achète derrière YouTube, le nombre d'abonnés s'achète, le nombre de vues s'achète, le nombre de pouces s'achète. C'est difficile de rectifier la stratégie, mais oui, c'est opaque. Et on peut pas savoir ce qui est effectivement tout est faussé. Voilà. Alors ce qui est étrange, c'est que tout ce petit monde est tenu en fait par quelque chose qu'on peut identifier. Mais ça fait partie de la vérité. Oui, mais bien sûr. Et du jeu surtout. Et du jeu, faut pas l'oublier. Et ce qui est rigolo, c'est que il y a un engouement aussi, je fais un recoupement, après chacun pensera ce qu'il voudra, sur le fait que vous ayez envie de donner votre ADN dans une banque qui collecte en ce moment. Et par rigolo, là, je dis, est-ce que j'ai des sushis ibériques ou plutôt scandinaves ou africaines, etc. Et là, il y a une espèce de big data qui se forme de l'ADN. Hein, si, mais vas-y. Moi, je suis fascinée par le fait que on arrive à faire croire à des gens que ça peut être un jeu distrayant, curieux, de se faire analyser l'ADN, sans se poser la question de savoir qui le fait et à quoi ça sert. Alors là, moi, je trouve ça stupéfiant. Moi, j'ai vu des publicités. C'est dis donc, alors oh là là, c'est un jeu. C'est-à-dire, vous verriez la pub d'un produit amaigrissant, ce serait pareil. C'est sur le même schéma de communication et ça fonctionne. Quand on voit le nombre de gens, alors bien sûr ça a commencé aux États-Unis. Pas que. Ça aussi, ça devrait être un indicateur quand même. Mais ça sert à quoi? Ça sert à qui? Enfin, je veux dire, c'est une banque de données énorme qui est en train de se faire, quoi. Et surtout que si on peut extrapoler ce qu'ils ont dans la tête comme idée, on peut très bien imaginer à quoi ça peut servir. Chacun aura à loisir de pouvoir le développer. Après, évidemment, ça peut faire partie de la science-fiction. Ces gens-là sont peut-être très bien intentionnés et c'est juste qu'une histoire de gagner de l'argent, juste. Faut relier au fait aussi que des grandes... Ils n'ont pas assez... Si. Des grandes analyses génétiques, c'est-à-dire sur des populations très larges, il y en a eu pour des raisons plus ou moins bien pourries. Mais il y en a qui atteignent le Messie, tu sais, avec des archétypes particuliers. Donc est-ce que dans l'ADN on ne trouverait pas le Messie C'est sûr, hein. Mais je rigole pas en disant ça. Hein. Non, mais moi, je rigole pas non plus. Hein. Je veux dire, on peut se poser toutes ces questions par rapport à tout ce qu'on a entendu sur le fait qu'on soit hybridé, qu'on puisse venir de cette mère différente, etc., etc. Ça peut être dans le passé, ça peut être dans le présent, ça peut être dans le futur, mais qu'on me fasse pas croire que c'est juste du commerce, quoi. Et sachant que, comme on le disait tout à l'heure, toute l'eschatologie de fin du monde monothéiste se joue dans le Proche-Orient et que nous avons absolument tous les indicateurs
de compréhension géostratégique, géoéconomique, etc., qui sont basés absolument sur ça. Celui qui l'a pas vu, c'est qu'il faut qu'il nettoie ses lunettes. On peut bien imaginer que la compréhension d'autres choses un petit peu plus ésotériques ou cachées, mystiques, qui échappent au commun des mortels, puisse se pousser dans des retranchements très internes jusqu'au sang, par exemple. Mais quand on parlait tout à l'heure de remettre les clés de sa propre vie à quelqu'un, là c'est du consentement, le chèque en blanc. Hein. Je consens à être connu du tréfonds, de mon tréfonds, de ma plus petite cellule, par je ne sais pas. Et une fois de plus, ça se fait par ego, donc c'est fabuleux. Ça se fait par ego et par ignorance du monde dans lequel on est. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'espère que tout le monde se pose la question de savoir, quand on voit la richesse de ce monde et le nombre de malheureux, à qui profite ce monde. Donc, eux sont bien reliés quand même à la spiritualité aussi. En écrivant le scénario aussi précisément, je pense qu'on peut pas douter de leur talent. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Et pour raccrocher avec la fin de cette vidéo qui est très longue, et excusez-nous d'avance d'avoir été une fois de plus non, mais c'était très intéressant, un peu lourd, c'est hyper intéressant. Comme on est assez taquin nous aussi dans le jeu, dans la matrice, il y a intérêt de l'être. Faut se dire qu'en haut c'est facétieux, donc il n'y a aucune raison qu'on se bride là-dessus. Voilà. Ayant connu cette synchronicité du type jungien, c'est-à-dire une réalité d'une manifestation qui se matérialise dans la matrice d'un objet, et une fois que la transmission du modèle a été faite, et puis bon, que ça continue à travailler sur soi, etc., ça s'arrête pas, évidemment. Tant qu'on est là, de toute façon, c'est qu'on n'a pas réussi à faire la transition. Hein. Mais bon, comme on est un petit peu facétieux, on s'est dit, normalement, toujours avec un questionnement bien motivé, on voudrait avoir une confirmation totale, c'est-à-dire que la chose se reproduise à nouveau. Et là, c'était encore plus précis puisqu'il y a eu un rendez-vous avec un moment et un lieu. Très différent du précédent. Oui, on précise, oui, des fois qu'il y a eu un nid à quelque chose, un endroit, non, très éloigné. Très éloigné du précédent. Juste à la date où on savait où on allait là. Et bien sûr, aussi impropre à la connexion avec l'objet que la première fois. Ah oui, puisque c'est le même objet. Oui, mais je veux dire, le lieu est très éloigné, mais tout aussi non compatible que la première fois. Absolument. La première fois, on n'a pas choisi le lieu. Ah oui, et on savait même pas ce que c'était. Que la deuxième fois, on sait ce qu'on cherche, non, parce qu'il n'y a pas besoin de la chercher, de toute façon, comme la qui tombe dessus. Pof, voilà. Donc ça fait ce que ça veut de l'autre côté. Hein. Donc n'importe quel rationaliste, scientifique, celui qui est absolument hermétique à tout ce qui est notion métaphysique de l'au-delà, si ça lui arrive, il est bien obligé de constater que c'est une réalité, qu'il y a quelque chose de l'autre côté qui fait ce qu'il veut. Parce que là, c'est il appellera ça le hasard ou la coïncidence. Non, mais là après c'est maladif là. Oui. Là après c'est pas possible. Mais c'est pas maladif parce que. Non, mais je suis pas gentil quand je dis ça. Oui, non, mais c'est obtus dans tous les cas. Non, mais maladif c'était pas inapproprié. C'est que à partir du moment où tu es dans une croyance absolue, c'est pas que la science. On peut fonctionner comme ça. On va être dans le déni des choses qui viennent contrer cette croyance. Après, on y met le mot qu'on veut, obtus, maladif, tout ce que tu veux. C'est une forme d'irrationalité qui était complètement équivalente. C'est pour ça que la spiritualité, c'est pas un concept nébuleux, planant. C'est fait de quelque chose de sang-froid, de recul, d'analyse, de rigueur, de persévérance. Voilà, c'est des qualités d'artisan, je dirais quelque part. Mais soyez bien sûr que nous demandons encore si on est dans la vérité, parce que dans la balance, on met encore le fait de se dire qu'il est possible d'avoir une mauvaise perception des choses. C'est-à-dire qu'il y a bien, là, c'est une certitude. Il se passe quelque chose de l'autre côté. Par rapport à la statistique, la mathématique, c'est impossible, cet enchaînement. Plus on somme nos expériences de vie, plus les choses se précisent, d'établir le modèle, et etc. Mais la vérification d'une deuxième synchronicité qui soit donc la même, donc tout à fait improbable que la première, c'est absolument irrationnel. Là, oui, c'est pire que la première. Voilà. Là, du coup, on valide ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'est même pas dupe du fait que, si ça se trouve, ça c'est aussi une manipulation de l'autre côté aussi dans la balance. C'est ce que certains pourraient penser. Attends, non, mais je veux préciser pourquoi. J'ai rien dit, moi. Oui, non, mais mais j'ai lu dans tes pensées. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir ce réflexe de dire, mais attention, vous êtes manipulé aussi par l'autre côté. Mais manipulation de quoi? Mais si. Manipulation. Mais ceux qui croient par exemple qu'il y a du démiurge qui tiennent la planète, etc. Mais ça, on aura l'occasion de développer
que ce n'est pas normalement ce côté-là, puisqu'il y a une causalité, et c'est bien pour ça que de nouveau on amène ce côté intelligible et rationnel dans la balance. Si vous comprenez la causalité du jeu, ce n'est pas un démiurge, donc c'est pas quelque chose qui se joue de vous de l'autre côté. Manipulation, le mot m'a gêné parce que manipulation, ça ramène à ce que je disais sur l'intention. Quand on pose une synchronicité, ça se pose. Ça correspond à une demande, ça correspond à une attente. Questionnement. Qui est claire, comme tu dis, qui s'adresse à l'absolu, donc qui n'est pas dans la limitation, dans les limites relatives, et qui se fait avec l'ego que l'on a à un instant T. Manipulation, on pourrait le dire si on l'avait exploité, par exemple. Si on avait exploité l'histoire. Non, mais c'est pas dans ce sens-là que je disais. Je disais dans le sens où on peut imaginer que on a eu la synchronicité, la première, mettons, le modèle, il est inspiré d'un truc qui est faux, donc il n'est pas pertinent, parce qu'entre-temps on a été déviant, et du coup, on pond un truc qui n'est pas le bon. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a eu la deuxième synchronicité. À un moment, on s'est dit, est-ce qu'on est dans le vrai? Donc on demandait une confirmation. Oui. Voilà, donc on a cette confirmation, mais on pourrait, parce qu'on est justement des sceptiques, on se dit oui, mais on peut être manipulé aussi par l'autre côté qui nous envoie des fausses informations. Et ça, c'est une question pertinente à se poser, mais on verra que ça ramène à l'intention, c'est-à-dire qu'est-ce que tu en fais, qu'est-ce qui te rapporte ce modèle. Voilà, et ça c'est la causalité profonde, et on verra pourquoi elle est bonne et pas malsaine. À partir du moment où tu le verses quelque part et qui fait sa vie, la vie qu'il doit avoir ou ne pas avoir. C'est ça qui est important. C'est que il y a la confiance aussi, il y a cette foi dans le fait que, tu t'es pas adressé à l'au-delà, tu t'es adressé à un soi-je, tu sais à qui tu parles. Parce que ça aussi, Oui, je me connecte à... Mais ça, c'est dur à expliquer. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait faire toute une vidéo, mais on va pas se lancer là-dedans. Comme tu dis, c'est très important de prendre en conscience, à travers ce modèle, c'est pour ça qu'on appelle ça le soi-je. La causalité alignée de ton intention de départ, alignée de ton intention de départ et de qui tu es au moment où tu le formules. Et ce que tu comptes en faire. Et c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que on voit beaucoup de courants qui sont très fatalistes en croyant qu'on est dans une matrice piège, et en disant, mais de toute façon, la chose qui nous manipule et qui nous rend malheureux depuis le début dans cette matrice, c'est la même chose qui exploite nos émotions parce qu'ils se régalent de la saloperie. Ça, c'est quelque chose de très très dangereux par rapport justement au fait de vouloir sortir d'ici, parce que tant qu'on est dans ça, on reste dans ça. Et on comprendra pourquoi, d'ailleurs, quand on imagine le bien fondé des règles du jeu, donc la vraie causalité, elle est pertinente, et elle n'est pas pour faire du mal. Et elle n'est pas extérieure. À partir du moment où on est toujours sur une cause extérieure, on est dans une fatalité, donc on avance. Voilà. Mais bon, après c'est très compliqué, parce qu'il faudra expliquer, et ça on le fera petit à petit, peut-être pas tout dans la prochaine, mais quelle est la causalité profonde du soi-je et du moi-je, et pourquoi ça installe des paradoxes intellectuels très délicats à expliquer, et c'est pour ça qu'il y a des confusions terribles où on arrive à des trucs genre le temps n'existe pas, etc. C'est que à chaque fois, devenir fou. Il y a de quoi devenir fou, voilà. Tant qu'on précisera pas la relativité des choses, si vous parlez du modèle quand vous êtes dans le moi-je ou dans le soi-je, c'est une confusion totale. Oui, il faut bien situer les choses. Voilà. Alors je te parle même pas de ceux qui disent le soi aussi. Là, c'est encore un maelstrom complètement idéologique qui perd la conscience dans une abstraction totale. Voilà. Donc on précisera tout ça comme on peut. C'est sûr qu'on n'est pas des super communicants, mais on essaie d'avancer petit à petit avec les mots et le lexique qu'on a, avec le concept, etc. Et à chaque fois, le plus important, c'est d'étayer rationnellement quelque chose qui est difficile à transmettre, puisque tant qu'on n'a pas vécu soi-même donc ce moment de métaphysique, on n'y croit pas. Et quelque part, c'est dérangeant de se dire à un moment qu'on vous donne une information qui relève de la croyance. Oui, complètement. Alors on sait que ça devient un petit peu difficile, que des fois les mots aussi sont délicats, et c'est bien que quand quelquefois un mot vous est étranger, il vaut mieux aller regarder dans le dictionnaire ce que ça veut dire, parce que chaque mot a son importance dans la compréhension, et puisque dans le prochain épisode nous allons parler de cette rationalité du modèle et pourquoi il existe, donc sa causalité, on ne va pas donner le lexique de tous les mots abordés pour tous ceux qui ne les comprennent pas, de lire leur définition. C'est des questions que j'ai eues souvent dans la messagerie, de dire mais quand vous vous exprimez, on ne comprend pas ce que vous dites, parce que vous employez des mots qu'on ne connaît pas. Le problème, c'est que chaque mot a une définition bien précise, on ne peut pas en employer d'autres. Travailler, ça fait partie du travail, le langage. Le langage, voilà, est précis, il faut employer des mots qui ont leur utilité. C'est ce que nous évertuons, nous, en tous les cas, à livrer. Donc de l'autre côté, il faut bien recevoir aussi, sinon c'est pas intelligible.
c'est normal que notre langage soit le même. La prochaine fois, l'épisode 8, nous parlerons du principe de causalité primordiale et de sa réciprocité. Ça laisse le temps d'aller voir le dictionnaire. Non, c'est des mots qui sont... C'était pour la plaisanterie. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, il y a des mots quelquefois qui accrochent un peu, et c'est absolument normal. Bonne réflexion, et comme on le dit à chaque fois, et ça c'est une règle absolue, ça ne changera pas que vous compreniez le modèle ou pas, la vraie recette c'est de continuer à creuser, à chercher son utopie, de rechercher son idéologie pour être heureux et comprendre donc qui est son soi-je. À bientôt. Au revoir.